9 secondes. J'ai la tête d'un tueur. Equalisé 3, le film complet analysé et expliqué. Le film s'ouvre sur une séquence qui établit immédiatement le ton et l'état d'esprit du protagoniste. La pénétration silencieuse du domaine viticole sicilien, un espace à la fois luxueux et sinistre, montre un McCall à l'apogée de ses capacités techniques mais aussi à un point de rupture psychologique. Cette mission initiale, bien que liée à une cyberattaque, semble presque prétexte. C'est l'action pure, la mise en ordre d'un chaos par la violence méthodique. La blessure qu'il reçoit, infligée par la jeune génération d'un empire criminel, est hautement symbolique. Elle représente le coût physique de sa quête, une faille dans son armure d'invulnérabilité, et surtout, elle est l'élément déclencheur qui va le forcer à l'immobilité, à la contemplation, et finalement, à un nouvel ancrage. Son sauvetage par Gio Bonuzzi n'est pas un simple hasard scénaristique. C'est l'acte de bonté désintéressé qui crée la dette morale et émotionnelle qui liera McCall à Altamont. Transporté dans ce village accroché à la falaise, baigné d'une lumière dorée radicalement opposée aux ombres bleutées et froides du repère mafieux, McCall est littéralement déposé dans un nouveau monde. Sa convalescence est une période d'observation, d'immersion passive. Il n'est plus l'agent qui s'infiltre, mais le patient qui reçoit. Les soins du docteur Enzo, les visites discrètes de Gio, les sourires timides des habitants comme la serveuse Amina, tout cela tisse lentement autour de lui un filet d'humanité simple et authentique, un antidote à la solitude qui le caractérisait jusque-là. La découverte progressive de la terreur exercée par les frères Caranta transforme cette convalescence en une période de gestation. McCall ne se lance pas immédiatement dans l'action. Il évalue, il analyse, il mesure la peur dans les yeux des commerçants, la résignation dans le dos courbé du restaurateur. Cette patience est celle d'un prédateur, mais aussi d'un homme qui cherche à comprendre ce qu'il défend. Altamont cesse d'être un simple décor pittoresque pour devenir un microcosme de toutes les communautés écrasées par la brutalité organisée. Sa beauté même rend la souillure de la Camorra plus intolérable. McCall, l'étranger, devient paradoxalement le gardien de l'âme de ce lieu.
L'introduction de l'agent Emma Collins de la CIA peut sembler à première vue une intrusion d'une intrigue parallèle moins organique. Cependant, elle remplit plusieurs fonctions narratives et thématiques essentielles. Elle est d'abord le lien tangible avec le passé professionnel et les compétences de McCall. Leur collaboration à distance, faite de codes et de messages discrets, rappelle qu'il est issu de ce monde du renseignement. Surtout, la révélation finale de sa filiation, elle est la fille de Susan Plummer, est un coup de maître émotionnel. Elle inscrit l'action présente dans la continuité des films précédents, transforme l'aide apportée en un devoir d'honneur envers la mémoire d'une amie, et offre à McCall une possibilité de transmission, presque paternelle, en guidant cette jeune femme dans un monde dangereux. Les frères Caranta, Vincent et Marco, fonctionnent comme un duo antithétique illustrant deux facettes de l'oppression. Marco est la brutalité immédiate, animale, impulsive. Sa violence est spectaculaire, publique, destinée à humilier et à terrifier par la peur physique. Vincent, lui, incarne la menace froide, calculatrice, bureaucratique. Sa violence est systémique, économique, légale dans la forme mais corrompue dans le fond. Il ne frappe pas lui-même, il signe des ordres. Cette distinction est cruciale car elle permet à McCall d'adapter ses méthodes de rétribution. L'élimination de Marco est directe, presque une formalité nécessaire pour libérer le village de la peur immédiate. L'affrontement avec Vincent demande plus de finesse et de symbolisme. L'esthétique du film, portée par la photographie somptueuse de Robert Richardson, mérite une attention particulière. Chaque cadre est composé avec une rigueur de peinture classique. Les plans larges sur la côte amalfitaine ne sont pas de simples cartes postales. Ils soulignent l'isolement et la vulnérabilité du village, mais aussi sa dignité immuable face à l'immensité de la mer et du ciel. Les intérieurs, qu'ils soient la petite chambre de McCall, l'antre sombre des Caranta ou l'église du village, sont éclairés de manière à révéler la psychologie des lieux. La lumière chaude et tamisée d'Altamonte contraste radicalement avec les néons froids et les ombres dures des repères mafieux. Cette opposition visuelle constante renforce le conflit narratif entre la chaleur humaine et la froideur criminelle. La chorégraphie des scènes d'action, bien que parfois critiquée pour sa répétitivité, est pourtant au service de la caractérisation de McCall. Elle n'est pas conçue pour éblouir par sa virtuosité acrobatique, mais pour impressionner par son efficacité mortelle et sa dimension presque rituelle. Chaque mouvement est économique, précis, anticipé. Le temps semble se ralentir non pas pour glorifier la violence, mais pour en montrer la mécanique implacable et le poids moral. McCall n'éprouve pas de plaisir dans ses actes. Il y a une lassitude, une tristesse même, dans le regard de Denzel Washington au moment de frapper. La violence est présentée comme une langue qu'il maîtrise parfaitement mais qu'il déteste devoir parler, une nécessité pénible pour préserver les îlots de paix où cette langue n'a pas cours. Le thème de la rédemption atteint ici son point d'orgue. Dans les premiers films, McCall cherchait à expier son passé en aidant des individus croisés au hasard. Ici, la quête se sublime. Il ne s'agit plus seulement d'aider, mais de trouver un lieu où cesser de se battre, un foyer. Sa défense d'Altamonte est donc égoïste au sens le plus noble, il défend le droit à sa propre tranquillité future. La scène où il avoue au docteur Enzo qu'il a fait des choses terribles, et la réponse de ce dernier, « Ici, tu es parmi nous », est un moment de grâce absolue. C'est l'absolution par l'acceptation, non par l'oubli. La communauté l'adopte non pas malgré sa violence, mais en comprenant que cette violence, canalisée, est devenue protectrice. Le climax dans le manoir de Vincent Caranta est moins un affrontement physique qu'une exécution morale et poétique. En forçant Vincent à s'auto-empoisonner avec sa propre drogue, McCall utilise la méthode du criminel contre lui-même. C'est une justice symétrique, qui renvoie le miroir de sa propre toxicité au personnage. Cette scène évite le combat spectaculaire final au profit d'une résolution plus intellectuelle et symbolique, confirmant que McCall est avant tout un stratège, un ajusteur, jusqu'au bout. La vengeance n'est pas aveugle, elle est calibrée, égale au crime commis, d'où le titre même de la saga. Le dénouement est remarquablement apaisé et riche en sous-textes émotionnels. La remise de l'argent volé, via Emma, au retraité floué, boucle parfaitement la mission initiale du film, lui donnant un sens philanthropique final. Mais le cœur de la conclusion réside dans le choix de McCall de rester. La dernière image de lui, assis sereinement sur la terrasse de la place, regardant la vie du village qu'il a sauvé, est puissante. Il n'est plus l'homme seul au comptoir du dîner, observant le monde sans y prendre part. Il est maintenant au centre de la communauté, intégré, regardé avec affection et respect. Il a trouvé une famille. Ses armes, symboliquement rangées, ne définissent plus son rapport au monde. La performance de Denzel Washington est une masterclass de minimalisme expressif. Il communique des volumes d'histoire à travers un regard, un léger tic de la main qui touche sa montre, fétiche du personnage, un silence lourd de sens.
Il montre la fatigue du guerrier, la soif de paix, et la détermination tranquille de celui qui a encore une dernière bataille à livrer. Sa chimie avec Dakota Fanning est palpable, chargée du souvenir de Man on Fire mais transcendant cette référence pour créer une nouvelle dynamique faite de respect professionnel et de liens générationnels affectueux. Antoine Fuqua, en réalisateur, choisit ici une maturité stylistique. Il laisse le paysage et le visage de son acteur parler, privilégiant les plans larges et les plans serrés, construisant une tension non pas frénétique mais sourde, inexorable. Le rythme est délibérément plus lent, plus méditatif, laissant la place à la respiration du lieu et à l'introspection du héros. On sent que Fuqua, comme McCall, cherche à offrir une fin digne, contemplative, où l'action laisse place à l'émotion et au sentiment d'accomplissement. The Equalizer 3 fonctionne ainsi comme une méta-réflexion sur le personnage de justicier vieillissant. Il interroge la durabilité d'un tel mode de vie, son coût, et la possibilité d'une retraite méritée. En plaçant cette histoire dans le cadre intemporel et mythique d'un village italien menacé par des seigneurs locaux, le film élève son récit au rang de fable morale moderne, un western urbain transposé dans les ruelles d'un village méditerranéen. Le héros solitaire, après avoir erré dans les jungles urbaines, trouve enfin son oasis et consent à y planter ses racines, non pas en reniant ce qu'il est, mais en utilisant la dernière étincelle de sa violence pour en assurer la pérennité. C'est cette recherche d'équilibre entre paix et violence, entre solitude et communauté, entre passé sanglant et avenir paisible, qui constitue l'essence même du film. McCall ne devient pas un autre homme. Il reste l'ajusteur, mais il ajuste une dernière fois sa propre vie, trouvant la formule exacte qui lui permettra de poser les armes. En cela, la trilogie trouve une cohérence et une conclusion profondément satisfaisantes, non pas dans un feu d'artifice d'action, mais dans le silence retrouvé d'une place de village au soleil. Le cercle est bouclé. La montre peut s'arrêter. La mission est terminée. L'infiltration initiale du domaine sicilien agit comme une métaphore de l'esprit de McCall, un labyrinthe de sombres couloirs où rôde une violence tapie. Sa blessure, infligée par un jeune héritier du crime, symbolise la pérennité du mal face à laquelle son corps finit par céder. Ce coup de feu est le pivot narratif qui contraint ce force de la nature à l'immobilité, l'obligeant à passer de l'état de prédateur à celui de patient vulnérable. Le contraste est frappant entre la froideur clinique de la villa fortifiée et la chaleur organique du village qui l'accueille par la suite. Le geste du carabinier Gio, le sauvant sans autre motif que l'humanité, plante la première graine d'un attachement qui deviendra viscéral. En se réveillant à Altamonte, McCall découvre un microcosme où le temps semble s'écouler différemment, rythmé par les marées et les cloches de l'église. Sa chambre spartiate, baignée de la lumière dorée de la Méditerranée, devient sa cellule de moine soldat, un lieu où la douleur physique se mêle à une étrange quiétude. Il observe la vie du village depuis son balcon comme il observait autrefois ses cibles, avec une acuité analytique, mais pour la première fois sans intention meurtrière. Les habitants, dans leur simplicité et leur générosité sans calcul, lui offrent un miroir d'une normalité qu'il croyait à jamais perdue pour lui. Chaque repas apporté, chaque mot gentil du docteur Enzo, chaque sourire échangé sur la place agit comme un baume sur ses plaies autant psychologiques que physiques. La menace des frères Caranta se révèle non pas comme un assaut frontal, mais comme une toxine lente qui corrompt le quotidien. McCall perçoit d'abord des signes infimes, un regard fuyant, une conversation qui s'interrompt brusquement à son approche, une vitrine brisée non réparée. Cette terreur économique et psychologique est plus insidieuse qu'une guerre de gangs ouverte. Vincent Caranta, depuis son bureau moderne à Naples, orchestre une entreprise de prédation immobilière déguisée en progrès, tandis que son frère Marco incarne la brutalité primitive nécessaire pour faire plier les récalcitrants. Leur dualité offre à McCall un double défi, défaire à la fois un système et son exécutant. L'arrivée d'Emma Collins n'est pas une simple intrigue de CIA greffée artificiellement. Elle représente le monde extérieur, celui des États et des grandes affaires, qui vient frapper à la porte de ce refuge isolé. Son investigation sur le trafic de drogue du domaine sicilien crée un pont narratif entre la mission prologue et la situation actuelle, tissant une toile plus large. McCall l'aperçoit d'abord comme une perturbation potentielle, un risque pour sa couverture et sa paix naissante. Pourtant, sa jeunesse, sa ténacité et surtout l'ombre de sa mère, Suzanne, éveillent en lui un instinct protecteur qui transcende la simple coopération tactique. Leurs échanges, d'une froide efficacité professionnelle, sont progressivement teintés d'une reconnaissance mutuelle et d'une loyauté filiale. La relation de McCall avec le docteur Enzo est l'une des plus subtiles et profondes du film. Enzo, par sa sagesse et son absence de jugement, devient bien plus qu'un médecin. Il est le confesseur laïque de McCall. Leur conversation sur la terrasse, face à la mer, touche à l'essence de la rédemption. Enzo n'absout pas McCall, il l'accepte. Il comprend que la violence de cet homme n'est pas gratuite mais constitutive,
une partie sombre de lui-même qu'il a canalisée pour en faire un outil. Cet accueil inconditionnel, cette offre d'appartenance, qui tu étais ne nous intéresse pas. Ici, tu es l'un des nôtres, est le cadeau le plus précieux que McCall ait jamais reçu. La scène où McCall achète des citrons devient un moment clé de caractérisation et de tension narrative. Ce geste anodin, faire ses courses, est pour lui un acte d'intégration sociale, une tentative timide de vivre une vie ordinaire. La confrontation avec Marco Caranta et ses hommes dans la petite épicerie transforme cet espace du quotidien en un champ de bataille potentiel. La retenue de McCall, son refus de réagir immédiatement, n'est pas de la peur mais une stratégie délibérée. Il évalue, il laisse l'adversaire se révéler pleinement et protège la vieille épicière des conséquences d'une réaction prématurée. Cette scène montre un héros en pleine maîtrise de lui-même, dont la puissance est d'autant plus intimidante qu'elle est contenue. Et la préparation mentale et physique de McCall pour le conflit à venir est montrée avec une sobriété éloquente. On ne le voit pas s'entraîner de manière spectaculaire, mais plutôt reprendre possession de son corps blessé par des mouvements lents, presque méditatifs. Il inspecte ses outils avec le soin d'un artisan, nettoie et huile son arme, prépare des points de retraite dans les ruelles. Chaque geste est empreint d'une gravité solennelle, car il sait que cette fois, il ne se bat pas pour une mission ou une vengeance personnelle, mais pour préserver un lieu qui représente un avenir possible. La violence à venir est donc sanctifiée par son objectif protecteur. L'élimination de Marco Caranta est traitée non comme un climax, mais comme une formalité nécessaire, une mise au point préalable. McCall l'attire dans les ruelles désertes d'Altamont, un territoire qu'il a déjà mentalement cartographié. Le combat est rapide, brutal et dénué de toute glorification. Il utilise l'environnement ou une porte, un mur, un couteau laissé sur un étal, avec une efficacité mortelle. La mort de Marco n'apporte aucune satisfaction à McCall, son visage reste de marbre, empreint d'une lassitude profonde. C'est un simple obstacle retiré, un premier acte de nettoyage qui signale à Vincent que le protecteur invisible est devenu actif. La réaction du village après la mort de Marco est riche de sens. Il n'y a pas de liesse collective, mais un soulagement silencieux, mêlé de crainte quant aux représailles à venir. Les habitants commencent à regarder McCall différemment, non plus comme l'étranger mystérieux, mais comme l'instrument d'une justice qu'ils n'osaient plus espérer. Cette reconnaissance tacite, faite de regards appuyés et de petits gestes de gratitude, renforce son sentiment de responsabilité. Il n'est plus seulement un justicier de passage, il est devenu le bouclier de cette communauté, un rôle qu'il endosse avec une humilité grave. La confrontation finale avec Vincent Caranta dans son manoir moderne est l'antithèse du combat de rue avec Marco. Ici, tout est froid, lisse, aseptisé. La violence est verbale, psychologique avant d'être physique. Vincent, sûr de son impunité et de sa supériorité intellectuelle, sous-estime totalement la nature de McCall. Il voit en lui un tueur à gages, un outil, alors que McCall est un stratège moral. Le piège se retourne contre le trafiquant. En l'obligeant à s'empoisonner avec sa propre drogue, McCall réalise une justice d'une ironie cruelle et parfaite. Le criminel est détruit par l'essence même de son commerce, son âme corrompue par la substance qu'il vendait pour corrompre les autres. La scène de l'église, où McCall confronte le dernier lieutenant de Vincent, est chargée d'un symbolisme religieux puissant. L'espace sacré, lieu de pardon et de rédemption, devient le théâtre d'un jugement dernier expéditif. Les vitraux colorés, les cierges, le silence solennel contrastent violemment avec la brutalité sèche de l'acte. McCall n'y entre pas en pénitent, mais en justicier, utilisant peut-être inconsciemment le cadre pour donner à sa violence une dimension presque eschatologique. Il nettoie les écuries d'Augia du crime, préparant symboliquement le village à une renaissance. Le dénouement entre McCall et Emma Collins au café est un moment d'une intense émotion contenue. La remise de la carte mémoire contenant l'argent volé est l'acte final de L, ajusteur. Il restitue ce qui a été pris, rétablissant un équilibre financier. Mais la révélation de la filiation d'Emma, ta mère serait fière de toi, est bien plus qu'une information. C'est une transmission du flambeau, une bénédiction, et une manière de boucler la boucle émotionnelle ouverte par la mort de Susan Plummer. McCall, en guidant et protégeant la fille de son ami, expie peut-être de ne pas avoir pu sauver la mère. Le choix final de McCall de rester à Altamont est la conclusion logique de son arc narratif sur 3 films. Ce n'est pas une retraite passive, mais un ancrage actif. Il ne renie pas ses compétences, mais il change leur finalité. De l'éradication du mal, il passe à la protection du bien. La dernière image, celle de lui assis sur la place, intégrée au flux de la vie villageoise, est d'une paix profonde et méritée. Ses armes sont rangées, sa montre, ce symbole du temps compté qu'il imposait à ses ennemis, n'est plus un outil de terreur mais un simple accessoire. Le temps peut enfin s'écouler normalement pour lui.
La performance de Denzel Washington transcende le simple jeu d'action. Il communique toute l'histoire de McCall à travers une économie de gestes, une main qui tremble légèrement en tenant une tasse de thé, souvenir de ses blessures et de son âge, un regard qui s'adoucit en observant les enfants jouer, une posture qui se redresse imperceptiblement lorsque la menace se précise. Il incarne la lassitude du guerrier, la lourdeur d'une vie de violence, mais aussi la persistance d'une intégrité morale inflexible. Sa présence à l'écran est magnétique précisément parce qu'elle est introspective, tournée vers l'intérieur. Antoine Fuqua, en réalisateur, fait preuve ici d'une maturité stylistique remarquable. Il fait confiance au pouvoir évocateur des paysages et de la physionomie de son acteur principal. Les plans sont plus longs, les silences plus éloquents, le montage moins frénétique que dans les opus précédents. Il filme l'Italie non pas comme une carte postale exotique, mais comme un personnage à part entière, avec ses ombres, ses lumières crues et la texture de ses vieilles pierres. La violence, lorsqu'elle éclate, en est d'autant plus choquante qu'elle rompt une harmonie visuelle soigneusement construite. La musique de Marcelo Zarvo, souvent discrète, ponctue le film de notes mélancoliques et de crescendos sourds. Elle évite les thèmes héroïques traditionnels pour privilégier des atmosphères, renforçant le sentiment d'intimité et de tension interne. Les bruits du village, le clapotis de l'eau, les voix lointaines, le vent dans les ruelles font aussi partie de la bande-son, ancrant constamment l'action dans un réel tangible. Ce souci du détail sensoriel contribue à faire d'Altamont un lieu crédible et désirable, justifiant pleinement le combat de McCall pour le préserver. Le film aborde avec finesse le thème de la légitimité de la violence. McCall n'est pas présenté comme un héros sans tache, mais comme un homme qui utilise un mal, la violence, pour en combattre un autre, l'oppression criminelle. Le film ne juge pas explicitement cette méthode, mais il en montre les conséquences psychologiques sur l'homme lui-même. La justice, qu'il rend, est expéditive, en dehors de tout cadre légal, et le film laisse le spectateur face à cette ambiguïté morale. Dans un monde où les institutions sont corrompues ou impuissantes, comme le montrent les autorités locales achetées par les 40A, l'action individuelle violente devient-elle la seule réponse possible? La relation entre McCall et la communauté est mutuellement transformative. Les villageois, en lui offrant l'asile et l'acceptation, lui redonnent une part d'humanité qu'ils croyaient perdue. En retour, il leur rend leur dignité et leur sécurité, en brisant le climat de peur. Il ne devient pas leur chef ou leur sauveur mythique, il devient un voisin, un membre discret mais essentiel du tissu social. Cette intégration est le vrai happy end, bien plus que l'éradication des mafios. McCall trouve enfin une identité qui n'est pas définie par son passé violent, mais par sa place dans un présent partagé. Et la trilogie équalisée trouve ainsi une conclusion d'une cohérence et d'une élégance rares pour le genre. Elle évite le piège du spectaculaire excessif pour se concentrer sur la résolution émotionnelle de son personnage. Robert McCall, après avoir erré dans les limbes de la violence comme outil de rédemption personnelle, trouve enfin le repos non dans la mort, mais dans la vie communautaire. Le film est un adieu poignant à un personnage iconique et une réflexion mature sur le prix de la paix et les moyens, parfois terribles, nécessaires pour la conquérir et la préserver. Il laisse le héros, et le spectateur, dans un silence enfin apaisé. L'évolution de McCall à Altamont s'observe dans les micro-gestes du quotidien, cette lente imprégnation des rituels villageois qui remplacent les protocoles opérationnels. Son regard, aiguisé pour le danger, apprend à discerner les nuances des émotions humaines ordinaires, à interpréter les silences des anciens sur la place du marché. La blessure initiale devient une cicatrice physique qui matérialise sa vulnérabilité retrouvée, un point d'ancrage qui le relie à sa condition mortelle et à ceux qui l'ont soigné. Chaque pas lent dans les ruelles en pente est une redécouverte du monde, non plus comme un terrain à quadriller mais comme un espace à habiter. L'odeur du sel, des géraniums et du café forge une nouvelle carte sensorielle, effaçant progressivement les relents de poudre et de sang. La menace des 40A opère comme un révélateur des fractures sociales de la communauté, exposant les lâchetés nécessaires et les petites compromissions qui permettent la survie. McCall perçoit les non-dits, les dettes contractées sous la contrainte, les regards qui se détournent lorsqu'un des hommes de Marco traverse la place. Cette terreur économique est d'une brutalité plus perverse que la violence physique, car elle corrompt l'âme même du village en transformant les voisins en otages mutuels. Vincent, depuis son bureau ultramoderne, incarne la banalité du mal bureaucratique, réduisant des vies à des lignes sur un bilan, des maisons familiales à des actifs à saisir. Son frère Marco est l'exécutant nécessaire, la force primitive qui donne corps à la froideur des chiffres et des contrats falsifiés. La relation entre McCall et le docteur Enzo se construit sur un terrain de respect mutuel qui transcende les mots. Le vieux médecin, avec son savoir clinique et sa sagesse ancestrale, reconnaît immédiatement la nature des blessures de McCall, celle du corps comme celle de l'âme. Il soigne sans poser de questions,
offrant ainsi un modèle de pardon inconditionnel qui désarme les défenses psychologiques du justicier. Leur dialogue sur la terrasse, face à l'immensité marine, devient une forme de thérapie par le paysage et la confidence mesurée. Enzo ne cherche pas à convertir ou à sauver McCall, mais simplement à l'accueillir dans le cercle des hommes fatigués qui ont trouvé ici un havre. Cette acceptation silencieuse est peut-être la première fois que McCall expérimente une grâce qui ne demande rien en retour. L'intrigue liée à Emma Collins et à la CIA sert de pont narratif entre l'échelle intime du village et les enjeux géopolitiques globaux. Le trafic de drogue du domaine sicilien n'était pas une opération isolée mais un nœud dans un réseau international, révélant comment la criminalité locale s'articule avec des flux financiers opaques. L'enquête d'Emma permet de situer l'action d'Altamont dans un contexte plus vaste, évitant que le conflit ne paraisse anecdotique. La révélation finale de sa filiation avec Suzanne Plummer transforme une coopération tactique en une dette d'honneur personnelle, donnant une dimension profondément émotionnelle à leur alliance. McCall voit en elle non seulement une collègue compétente mais le devenir possible de ce qu'il a cherché à protéger, une nouvelle génération capable de combattre l'injustice avec des outils légaux. La scène de l'épicerie, avec sa confrontation contenue, est un chef-d'œuvre de tension psychologique. McCall, les mains occupées par des sacs de provisions, se retrouve dans une position de vulnérabilité apparente qui n'est qu'une illusion tactique. Son calme face aux provocations de Marco n'est pas de la passivité mais une évaluation stratégique en temps réel, calculant les angles, les civils présents, les issues de secours. En payant ses citrons malgré la tension palpable, il affirme symboliquement son appartenance à l'économie normale du village, face à l'économie de prédation des Carentas. Le sourire qu'il échange avec l'épicière terrorisée après le départ des hommes de main est une promesse silencieuse, un pacte scellé dans la compréhension mutuelle de l'humiliation subie. La préparation de McCall à la confrontation finale est montrée avec un réalisme presque documentaire. On le voit tester la solidité d'un volet en bois, repérer les lignes de fuite dans le dédale des ruelles, observer les habitudes des sentinelles de Vincent. Cette phase de reconnaissance est aussi importante que le combat lui-même, car elle montre un professionnel méthodique qui ne laisse rien au hasard. Le soin qu'il apporte à nettoyer et préparer ses armes contraste avec la négligence arrogante des hommes de main des Carentas, symbolisant l'opposition entre la discipline et l'anarchie criminelle. Chaque geste est empreint d'une gravité ritualisée, comme si cette dernière mission devait être parfaite pour mériter la paix qui suivra. L'élimination de Marco dans les ruelles nocturnes d'Altamont est chorégraphiée comme une danse macabre où l'environnement devient une arme. McCall utilise l'étroitesse des passages, les recoins sombres, les escaliers abrupts pour désorienter et fragmenter ses adversaires. La violence est soudaine, précise, sans emphase spectaculaire, reflétant l'efficacité clinique d'un chirurgien retirant une tumeur. L'absence de musique dramatique pendant cette séquence renforce son réalisme brut, faisant presque entendre le souffle court des hommes et le bruit sec des impacts. La mort de Marco n'est pas présentée comme une victoire mais comme une nécessité hygiénique, le premier nettoyage d'un espace qu'il faut rendre à ses habitants légitimes. Après cet événement, l'atmosphère du village change de manière subtile mais perceptible. Les conversations sur la place se font un peu plus longues, les rires un peu plus francs, les portes restent ouvertes plus tard le soir. Cette libération progressive de la parole et de la sociabilité est la première vraie victoire de McCall, bien avant l'affrontement final avec Vincent. Les habitants commencent à lui adresser des regards francs, chargés d'une gratitude qui n'ose pas encore s'exprimer par des mots. Ce changement d'atmosphère est superbement rendu par la photographie, qui capte des visages un peu moins tendus, des postures un peu plus détendues, comme si le village entier respirait enfin à plein poumon. La confrontation avec Vincent Carentas dans son repère de verre et d'acier représente l'apogée du conflit entre deux visions du monde. Vincent incarne le capitalisme prédateur mondialisé, sans racines ni loyauté, pour lequel tout est convertible en valeur monétaire. McCall, au contraire, défend une économie du lien, de la mémoire et du don, symbolisée par les maisons transmises de génération en génération à Altamont. Le dialogue entre les deux hommes est un duel philosophique où s'affrontent le cynisme absolu et une forme d'idéalisme fatigué mais tenace. L'empoisonnement de Vincent par sa propre drogue est un châtiment d'une ironie shakespearienne. Le trafiquant est détruit par l'essence même de son commerce, son corps rejetant la substance qui symbolisait son pouvoir corrupteur. Est la scène de l'église, où McCall affronte les derniers sbires, est riche d'une symbolique cathartique. L'espace sacré, normalement dédié au pardon des péchés, devient le lieu d'un jugement expéditif sans possibilité de rédemption. Les saints peints sur les murs semblent témoins silencieux de cette violence nécessaire, dans une ambivalence théologique fascinante. McCall n'agit pas par ferveur religieuse, mais peut-être y puise-t-il inconsciemment la légitimité morale d'un croisé nettoyant le temple des marchands. La scène de l'église, où McCall affronte les derniers sbires, est riche d'une symbolique cathartique. L'espace sacré, normalement dédié au pardon des péchés,
devient le lieu d'un jugement expéditif sans possibilité de rédemption. Les saints peints sur les murs semblent témoins silencieux de cette violence nécessaire, dans une ambivalence théologique fascinante. McCall n'agit pas par ferveur religieuse, mais peut-être y puise-t-il inconsciemment la légitimité morale d'un croisé nettoyant le temple des marchands. Et la lumière filtrant par les vitraux teinte la scène de couleurs surnaturelles, créant une esthétique à la fois belle et terrible, comme pour rappeler que même la violence la plus justifiée reste une tragédie. L'épilogue avec Emma Collins au café de la place est d'une simplicité émouvante. Le geste de lui confier la carte mémoire contenant l'argent restitué est le dernier acte de l'ajusteur professionnel, bouclant parfaitement la boucle narrative ouverte en Sicile. Mais c'est dans les non-dits, dans les regards échangés, que réside l'essentiel. McCall ne lui dit pas tout ce qu'il pense, mais elle comprend qu'il a trouvé ici ce qu'il cherchait depuis toujours. Leurs adieux sont ceux de deux professionnels qui se respectent, mais aussi d'un mentor et de son élève, d'un gardien et de l'héritière d'une mémoire commune. Emma repart vers le monde avec la preuve qu'il existe encore des refuges où la justice, même expéditive, peut prévaloir. Le choix de McCall de rester à Altamont n'est pas une défaite ou un renoncement, mais une victoire sur sa propre nature nomade. Pour la première fois, il choisit de s'enraciner, d'accepter les limites et les responsabilités d'une vie locale. La dernière image du film, celle de lui assis tranquillement en observant la vie du village, est d'une puissance considérable. On y lit la paix intérieure, non pas l'oubli du passé, mais son intégration dans un présent viable. Ses compétences ne disparaissent pas, elles deviennent dormantes, comme une assurance pour la communauté qu'il a adoptée. Il n'est plus un justicier errant, mais un gardien sédentaire. La performance de Denzel Washington atteint ici une profondeur rare dans le cinéma d'action. Chaque mouvement, chaque expression faciale porte le poids des films précédents. On voit la fatigue dans la manière dont il se lève lentement d'une chaise, la sagesse dans son regard qui observe sans juger, la détermination qui affleure soudain dans ses yeux quand il prend une décision. Il incarne un homme qui a fait la paix avec ses démons en les mettant au service d'autre chose que sa propre rédemption. Le charisme de Washington réside dans cette capacité à montrer la vulnérabilité sans faiblesse, la puissance sans arrogance, la tristesse sans désespoir. La réalisation d'Antoine Fuqua montre une évolution stylistique notable par rapport aux deux premiers volets. Ici, il prend son temps, laissant les plans respirer, permettant au paysage et au visage de raconter une partie de l'histoire. La composition des images rappelle parfois la peinture classique italienne, avec ses jeux de lumière et d'ombre, ses perspectives soigneusement calculées. La violence, lorsqu'elle survient, est d'autant plus efficace qu'elle rompt des séquences d'une grande quiétude visuelle. Fuqua comprend que dans une conclusion de trilogie, l'émotion prime sur l'adrénaline, et il sert cette émotion avec une maîtrise remarquable. La musique et le design sonore jouent un rôle crucial dans la construction de l'atmosphère. Les bruits du village, les cloches, les conversations lointaines, le ressac, créent une toile sonore rassurante et vivante. La partition de Marcelo Zarvo évite les thèmes héroïques trop appuyés pour privilégier des mélodies mélancoliques aux accents méditerranéens, souvent portés par des instruments à cordes qui évoquent à la fois la nostalgie et l'espoir. Les moments de tension sont marqués non par des crescendos orchestraux, mais par un silence inquiétant ou des sons ambiants amplifiés, renforçant le réalisme et l'immersion du spectateur. Le film pose des questions morales complexes sans y apporter de réponses simplistes. La violence de McCall est-elle justifiée par la faillite des institutions? Peut-on fonder une paix durable sur des actes de vengeance? En faisant de McCall un homme âgé, fatigué, le film interroge la durabilité d'une telle existence et la possibilité de sortir du cycle de la violence. La solution trouvée par McCall n'est pas de devenir pacifiste, mais de canaliser sa capacité de violence vers la défense d'un espace précis, lui donnant ainsi une limite et une finalité constructive. C'est une philosophie pragmatique qui reconnaît la présence du mal sans s'y résigner, et qui croit à la possibilité de créer des enclaves de justice par la volonté et le sacrifice. La relation entre McCall et la communauté d'Altamont est présentée comme un échange réciproque de dons. Les villageois lui offrent l'asile, les soins, et surtout une identité nouvelle qui n'est pas définie par son passé. En retour, il leur offre la sécurité et la restauration de leur dignité. Cette économie du don, opposée à l'économie de prédation des 40A, fonde une véritable communauté politique où chacun a sa place et sa valeur. McCall ne devient pas un chef ou un héros officiel, mais un membre essentiel et discret, dont la présence permet aux autres de vivre normalement. Cette position de gardien invisible est peut-être la seule qui lui convienne vraiment, après une vie dans l'ombre. La trilogie équalisée trouve ainsi une conclusion remarquablement cohérente et émouvante. Elle évite l'écueil du final grandiloquent pour privilégier la résolution intime et psychologique. Le voyage de Robert McCall, de l'homme hanté du premier film à l'homme intégré du troisième, forme un arc complet et satisfaisant.
Le film réussit le pari difficile de terminer une série d'actions sur une note de paix et de contemplation, sans trahir l'essence du personnage. McCall ne renonce pas à ce qu'il est, mais trouve enfin un endroit où ce qu'il est peut servir à quelque chose de plus grand que sa propre rédemption. La protection d'un mode de vie, d'une communauté, d'un fragment de beauté et d'humanité dans un monde souvent brutal. Et la beauté des paysages italiens n'est pas qu'un décor pittoresque. Elle devient un personnage à part entière, une force morale qui contraste avec la laideur du crime. Les plans larges sur la côte, les villages accrochés à la falaise, les couchers de soleil sur la mer, rappellent constamment ce qui est en jeu. La préservation d'une harmonie séculaire entre l'homme et son environnement. La Camorra, avec ses projets immobiliers et ses trafics, représente une modernité déracinée et prédatrice. McCall, en défendant Altamonte, défend aussi une certaine idée du beau et du durable contre le laid et l'éphémère du profit immédiat. Le traitement du temps dans le film est particulièrement intéressant. McCall, qui mesurait autrefois le temps avec une montre pour donner à ses victimes des délais précis, apprend à vivre selon le rythme naturel du village. Le temps n'est plus une contrainte opérationnelle, mais le flux dans lequel baigne la vie communautaire. Cette transformation est symbolisée par le fait qu'on ne le voit presque plus consulter sa fameuse montre dans la dernière partie du film. Il est entré dans un temps cyclique, fait de répétitions et de rituels, loin du temps linéaire et urgent de la mission et de la vengeance. Les personnages secondaires, bien que rapidement esquissés, possèdent une épaisseur psychologique qui les rend crédibles et attachants. Gio le carabinier incarne l'autorité légitime mais impuissante, tiraillée entre son devoir et sa survie. Le docteur Enzo représente la sagesse pratique et l'humanisme méditerranéen. L'épicière, le pêcheur, le prêtre, chacun dans sa simplicité incarne une valeur que les 40 menacent. Leur bonté n'est pas naïve, elle est le fruit d'un choix quotidien de résistance passive, qui trouve enfin en McCall l'outil de sa réalisation active. Le scénario, bien que suivant une structure classique, se distingue par son attention aux moments de transition et de silence. Les scènes où McCall se prépare, observe, réfléchit, sont aussi importantes que les scènes d'action. Elles montrent un héros qui pense avant d'agir, qui pèse les conséquences de ses actes, et qui choisit la violence comme dernier recours, non comme première option. Cette retenue renforce la crédibilité du personnage et donne un poids moral à ses actions. On sent qu'il n'agit pas par plaisir, mais par nécessité, ce qui fait toute la différence. La dimension culturelle du film est également à souligner. En s'installant en Italie, McCall ne fuit pas seulement ses démons. Il choisit une culture spécifique, avec ses codes, ses traditions, sa conception particulière de la famille et de l'honneur. Son intégration passe par l'apprentissage implicite de ces codes. Il respecte le silence des vieux sur la place, comprend l'importance du repas partagé, saisit la valeur symbolique de la maison familiale. Cette acculturation progressive est l'un des aspects les plus subtils du film, montrant que trouver un foyer, ce n'est pas seulement trouver un lieu géographique, mais aussi adopter une manière d'être au monde. Le film fonctionne ainsi sur plusieurs niveaux, comme un thriller d'action efficace, comme la conclusion émotionnelle d'une trilogie, comme une réflexion sur la violence et la rédemption, et comme une ode cinématographique à la beauté de l'Italie du Sud. Cette richesse thématique explique pourquoi il a pu toucher un large public au-delà des simples amateurs du genre. Il prouve qu'un film d'action peut être pensant et émouvant sans rien perdre de son efficacité narrative. La performance de Denzel Washington, servie par la mise en scène sobre et élégante d'Antoine Fuqua, y est bien sûr pour beaucoup, créant un personnage qui restera dans la mémoire du cinéma contemporain. La fin ouverte mais apaisée du film est parfaitement maîtrisée. On ne sait pas exactement ce que McCall fera de ses jours à Altamonte, mais on devine qu'ils seront simples, faits de petits gestes répétés, de conversations tranquilles, de contemplation silencieuse. Après une vie de mouvement et de violence, cette existence presque monastique représente l'ultime luxe. Le film suggère que la vraie paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'un sens et d'un ancrage. McCall a trouvé les deux, non pas en oubliant qui il était, mais en mettant ses compétences au service d'une cause qui le dépasse et qui lui donne enfin une raison de se poser. En définitive, The Equalizer 3 est bien plus qu'un simple épisode final. C'est une méditation cinématographique sur des thèmes universels, la recherche d'un foyer, le prix de la paix, la possibilité de la rédemption et la nature ambiguë de la violence comme outil de justice. Il réussit le tour de force de conclure une trilogie de films d'action sur une note profondément humaine et contemplative, sans trahir l'esprit de la série. En offrant à Robert McCall une fin aussi cohérente et émouvante, Antoine Fuqua et Denzel Washington signent une œuvre qui honore leur collaboration et laisse le spectateur avec un sentiment de plénitude rare dans le genre. Le justicier solitaire a enfin trouvé sa place, et le temps, pour lui, peut enfin s'écouler paisiblement. Le film s'ouvre sur une scène dont la précision chirurgicale annonce déjà la fin d'un cycle.
Cette pénétration du domaine sicilien est moins une mission qu'un exorcisme, une tentative désespérée de purger un monde qui refuse de se laver de sa corruption. La blessure infligée par le petit-fils du caïd est une révélation douloureuse. La violence engendre la violence dans un cycle sans fin, et McCall lui-même en devient l'ultime maillon. Son effondrement dans la voiture n'est pas seulement physique, c'est l'écroulement d'un système de défense patiemment construit. La rencontre avec Gio Bonuzzi sur cette route déserte représente un hasard providentiel, un accroc dans le tissu du destin qui offre une dernière possibilité de rachat. Altamonte émerge alors comme une vision, un mirage de paix qui va lentement se solidifier sous ses yeux épuisés. La convalescence de McCall devient un processus de réapprentissage du monde par les sens. Chaque détail de la vie villageoise, l'odeur du pain chaud le matin, le son des cloches rythmant la journée, la texture rugueuse de la pierre sous sa main l'ancre un peu plus dans un présent tangible. Cette immersion sensorielle contraste violemment avec l'existence abstraite qu'il menait, réduite à des dossiers, des cibles et des chronomètres. En observant les rituels simples des habitants, il découvre une temporalité différente, cyclique et apaisante, étrangère à l'urgence permanente qui gouvernait ses actes. Le médecin Enzo Arisio, par ses soins attentifs et son silence compréhensif, devient bien plus qu'un guérisseur. Il est le gardien d'un seuil, celui qui permet le passage du monde de la mort à celui de la vie. Sa maison est un sanctuaire où McCall peut déposer lentement le fardeau de son passé. La menace que font peser les frères Caranta sur Altamonte n'est pas un simple conflit de territoire. C'est une collision entre deux temporalités et deux économies. D'un côté, le temps long de la transmission, des maisons héritées, des savoir-faire préservés. De l'autre, le temps court et vorace du capital prédateur, qui réduit toute valeur à son prix de marché immédiat. Vincent Caranta, dans son bureau ultramoderne, symbolise cette abstraction criminelle qui ne voit dans le village qu'un potentiel de rendement, un obstacle à aplanir. Son frère Marco incarne la brutalité nécessaire pour imposer cette abstraction, transformant la peur en outil de gestion. McCall perçoit cette double menace avec une clarté immédiate. Il ne défend pas seulement des personnes, mais un mode d'existence, une fragile écologie humaine que le profit cherche à dévaster. L'arrivée d'Emma Collins introduit un pont narratif essentiel avec le prologue sicilien, mais aussi une continuité émotionnelle avec le passé de McCall. Son enquête sur le trafic de drogue révèle l'ampleur systémique de la corruption, montrant que le mal qu'il combat localement s'inscrit dans des réseaux globaux. Leurs échanges, d'abord purement professionnels, se teintent progressivement d'une reconnaissance mutuelle. McCall voit en elle non seulement la fille de Suzanne, mais aussi la preuve qu'une certaine forme d'intégrité peut survivre et se transmettre. Leur alliance devient une manière de boucler la boucle, d'honorer une mémoire tout en servant le présent. Emma représente le monde légal et institutionnel, mais elle comprend que face à certains maux, ce monde a ses limites et qu'il faut parfois des acteurs comme McCall pour opérer dans ces angles morts. La première véritable interaction de McCall avec la violence des Caranta, lors de l'incident de l'épicerie, est un moment clé de caractérisation. Son immobilité face aux provocations de Marco n'est pas de la peur, mais une évaluation tactique d'une profondeur stratégique. Il calcule non seulement les paramètres physiques du conflit potentiel, mais aussi ses conséquences sociales pour le village. En choisissant de se retirer, il protège l'épicière des représailles immédiates, montrant que sa priorité est désormais la sécurité des innocents, non l'affirmation de sa propre puissance. Le regard qu'il échange avec la vieille femme est un pacte non-verbal. Il a compris son humiliation, et sa réponse sera proportionnée, mais différée. Cette scène établit McCall non comme un justicier impulsif, mais comme un stratège patient, dont la colère est d'autant plus redoutable qu'elle est froide et mûrie. La préparation méthodique de McCall au conflit à venir est montrée avec un souci du détail qui révèle l'homme de métier derrière le convalescent. Chaque promenade dans le village devient une reconnaissance du terrain, chaque conversation apparemment anodine une source de renseignements. Il observe les habitudes des hommes de main, identifie les points de contrôle, mémorise les échappatoires. Ce travail d'analyse silencieux rappelle son passé dans les services secrets, mais cette fois, il l'applique à la défense d'un territoire qu'il a choisi, non à l'attaque d'une cible qu'on lui a assignée. La scène où il nettoie et entretient son pistolet dans sa chambre est lourde de symbolisme. Il prépare l'outil de sa violence, mais cette préparation a pour but ultime de créer les conditions où cet outil ne sera plus nécessaire. La paix passe par une dernière guerre. L'élimination de Marco Caranta dans les ruelles nocturnes est chorégraphiée comme une opération de nettoyage. McCall utilise l'environnement avec une efficacité terrifiante, transformant un banc, un volet, un escalier en arme ou en piège. La violence est rapide, précise, dépourvue de toute rhétorique héroïque. Le montage sec, presque haché, reflète la brutalité du règlement de compte. McCall n'éprouve aucun plaisir dans cet acte. Son visage reste de marbre, empreint d'une lassitude profonde. La mort de Marco n'est qu'une étape nécessaire,
Le retrait d'un symptôme, mais la maladie ou le système de Vincent en persiste. Cette séquence montre que McCall a pleinement intégré la leçon. On ne peut soigner un corps malade en soignant seulement ses fièvres, il faut s'attaquer à la cause. La réaction du village à la mort de Marco est subtile mais significative. Il n'y a pas d'explosion de joie, mais un soulagement sourd, mélangé à une crainte des représailles. Les habitants comprennent qu'un point de non-retour a été franchi, que l'homme tranquille qui prenait le soleil sur la place est en réalité un fauve. Leur attitude envers McCall change imperceptiblement, la curiosité fait place à un respect mêlé de crainte, mais aussi à une forme de gratitude silencieuse. Ils sentent qu'il a agi pour eux, qu'il a pris sur lui la violence qu'ils ne pouvaient affronter. Cette reconnaissance tacite renforce son sentiment d'appartenance, il n'est plus un étranger, mais le protecteur, celui qui porte le fardeau de la violence pour que les autres puissent vivre en paix. La confrontation finale avec Vincent Caranta dans sa villa sur les hauteurs est l'antithèse du combat de rue avec Marco. Ici, tout est lumière crue, lignes épurées, luxe glacial. Vincent, sûr de son impunité et de sa supériorité intellectuelle, tente de raisonner McCall, de lui proposer un marché, de le réduire à une simple variable économique. Mais McCall est imperméable à ce langage. Il parle celui de la conséquence et de la rétribution. En forçant Vincent à s'empoisonner avec sa propre drogue, il réalise une justice poétique d'une ironie cruelle. Le marchand de mort est tué par sa propre marchandise. Cet acte symbolise le rejet total du monde de Vincent, un monde où tout est convertible, négociable, corruptible. McCall lui oppose l'intransigeance du châtiment, la loi immuable de la conséquence. La scène de l'église, où McCall affronte les derniers sbires, est saturée d'une symbolique religieuse qui donne à la violence une dimension quasi liturgique. L'espace sacré, dédié au pardon et à la miséricorde, devient le lieu d'un jugement sans appel. Les saints des fresques semblent témoins silencieux de cette purification violente. McCall n'agit pas au nom de Dieu, mais peut-être au nom d'une idée séculière du sacré, le caractère inviolable du refuge, le droit des simples à vivre sans terreur. La violence, dans ce cadre, prend une allure d'exorcisme, de rite de purification nécessaire avant que la paix véritable ne puisse régner. Le sang versé sur les dalles anciennes est le prix terrible de cette purification. Le dénouement entre McCall et Emma Collins sur la terrasse du café est d'une simplicité et d'une profondeur remarquable. La remise de la carte mémoire contenant l'argent volé est l'acte final de l'ajusteur professionnel, la dernière correction apportée à un monde déséquilibré. Mais le véritable cadeau est ailleurs, dans les paroles échangées à voix basse, dans la révélation de la filiation d'Emma. McCall, en lui confiant cette mission, lui transmet symboliquement une part de son héritage moral. Il ne lui lègue pas la violence, mais le sens de la justice, la nécessité de rendre ce qui a été pris. Leur adieu est celui de deux soldats de cause parallèle, qui se saluent avant de reprendre leurs chemins respectifs, l'un vers le monde, l'autre vers le refuge. Le choix ultime de McCall, celui de rester à Altamont, est la conclusion logique et émouvante de son parcours. Ce n'est pas une retraite, mais un ancrage. Il ne renonce pas à ses capacités, mais il change leur finalité. De l'attaque, il passe à la défense. La dernière image du film, celle de lui assis sereinement sur la place, intégré au flux de la vie villageoise, est d'une grande puissance évocatrice. On y lit la paix intérieure, non comme un oubli, mais comme une intégration harmonieuse du passé dans le présent. Ses compétences ne disparaissent pas, elles sédimentent, deviennent une garantie silencieuse pour la communauté. Il n'est plus le justicier errant, mais le gardien sédentaire, le veilleur tranquille. Et la performance de Denzel Washington dans ce dernier volet atteint une sobriété et une profondeur extraordinaires. Il joue moins l'action que la fatigue de l'action, moins la puissance que le poids de la puissance. Chaque geste, chaque regard porte l'histoire de l'homme. On voit la lassitude dans ses épaules, la sagesse dans ses silences, la détermination intacte dans ses yeux lorsqu'il prend une décision. Il incarne un héros vieillissant qui a compris que la vraie force n'est pas dans l'accumulation des victoires, mais dans le choix judicieux de la dernière bataille. Washington donne à McCall une dignité tragique et une humanité touchante qui transcende le cadre du film de genre. Et la réalisation d'Antoine Fuqua fait preuve ici d'une maturité stylistique affirmée. Il laisse le temps à ses plans de respirer, aux paysages de s'imposer, aux visages de raconter leur histoire. La photographie de Robert Richardson sublime la côte amalfitaine, non comme une carte postale, mais comme un personnage à part entière, avec ses lumières changeantes, ses ombres profondes, ses couleurs saturées de vie. La violence, lorsqu'elle éclate, est d'autant plus percutante qu'elle rompt une harmonie visuelle soigneusement construite. Fuqua comprend que pour une conclusion de trilogie, l'émotion et la cohérence thématique sont plus importantes que le nombre de coups de feu. Il sert le personnage et son voyage jusqu'au bout. La bande-son du film joue un rôle crucial dans la construction de l'atmosphère. Les bruits du village ou les conversations lointaines, les cris des mouettes,
le clapotement de l'eau en crée une toile sonore vivante et rassurante. La musique de Marcelo Zarvo évite les poncifs héroïques pour privilégier des thèmes mélancoliques aux accents méditerranéens, souvent portés par des cordes qui évoquent à la fois la nostalgie et l'espoir. Les moments de tension sont marqués non par des crescendos orchestraux, mais par l'amplification des sons ambiants ou par un silence inquiétant, renforçant le réalisme et l'immersion du spectateur dans l'espace du village. Le film pose avec acuité la question de la légitimité de la violence hors la loi. McCall n'est pas un super-héros, mais un homme qui utilise un mal, la violence, pour en combattre un autre, l'oppression criminelle. Le film ne légitime pas cette violence, mais en montre la terrible nécessité dans un contexte où les institutions sont défaillantes ou corrompues. La faiblesse des autorités locales face aux 40 ans justifie-t-elle l'intervention expéditive de McCall? Le film n'apporte pas de réponse simple, mais il montre les conséquences. D'un côté, la libération du village, de l'autre, l'enracinement dans une logique de violence qui, même juste, laisse des traces indélébiles sur l'âme de celui qui l'exerce. McCall paie le prix de ses actes par sa solitude et son passé hanté, et la paix qu'il trouve à Altamont est d'abord la paix du survivant, de celui qui a traversé l'enfer et en est revenu meurtri mais entier. La relation entre McCall et la communauté d'Altamont est présentée comme un échange de dons qui fonde une nouvelle forme d'appartenance. Les villageois lui offrent l'asile, les soins, l'anonymat bienveillant, et surtout, la possibilité d'une identité nouvelle, détachée de son passé. En retour, il leur offre la sécurité, la restauration de leur dignité et la possibilité de vivre sans peur. Cette économie du don, opposée à l'économie de prédation des 40 crée un lien social fort et authentique. McCall ne devient pas un chef ou un héros officiel, mais un membre essentiel et discret, dont la présence permet aux autres d'exister pleinement. Cette intégration silencieuse est peut-être la seule qui lui convienne, après une vie d'action dans l'ombre. La trilogie équalisée trouve ainsi une conclusion d'une rare cohérence et maturité émotionnelle. Elle évite l'écueil du final grandiloquent ou du pur spectacle pour se concentrer sur la résolution intime et psychologique du personnage. Le voyage de Robert McCall, de l'homme hanté et solitaire du premier volet à l'homme intégré et apaisé du troisième, forme un arc complet et profondément satisfaisant. Le film réussit le pari difficile de terminer une série d'actions sur une note de paix et de contemplation, sans trahir l'essence du personnage. McCall ne renonce pas à ce qu'il est, mais il trouve enfin un endroit où ce qu'il est peut servir à quelque chose de plus grand que sa propre rédemption. La protection d'un monde fragile et précieux. La beauté des paysages italiens dans le film n'est pas une simple toile de fond décorative, elle est une force narrative et morale. Les plans majestueux sur la côte, les villages accrochés à la falaise, les couchers de soleil sur la mer, rappellent constamment ce qui est en jeu. La préservation d'une harmonie séculaire entre l'homme et son environnement, d'une beauté qui résiste au temps. La Camorra, avec ses projets de béton et ses trafics, représente une modernité laide, déracinée et prédatrice. McCall, en défendant Altamont, défend aussi une certaine idée du beau et du durable contre le laid et l'éphémère du profit. Sa lutte est donc aussi esthétique et presque écologique. Il protège un écosystème humain et naturel contre une logique de dévastation. Le traitement du temps est un thème central du film. McCall, qui mesurait autrefois le temps avec sa montre pour donner à ses victimes des délais précis, apprend à Altamont une temporalité différente, cyclique et apaisante. Le temps n'est plus une contrainte opérationnelle, une course contre la montre, mais le flux dans lequel baigne la vie communautaire, fait de répétitions, de saisons, de rituels. Cette transformation est symbolisée par le fait que sa montre, jadis outil de terreur, devient un simple accessoire, puis disparaît pratiquement de l'écran. McCall est entré dans un temps humain, loin du temps mécanique et urgent de la mission. Cette conquête d'un rapport au temps apaisé est peut-être l'aspect le plus précieux de sa rédemption. Les personnages secondaires, bien qu'esquissés, possèdent une épaisseur psychologique qui les rend crédibles et attachants. Gio le carabinier incarne l'autorité légitime mais impuissante, tiraillée entre son devoir et la réalité de la terreur. Le docteur Enzo représente la sagesse pratique et l'humanisme méditerranéen, la capacité à accueillir sans juger. L'épicière, le pêcheur, le prêtre, chacun, dans sa simplicité, incarne une valeur menacée par les 40 Leur bonté n'est pas naïve, elle est le fruit d'un choix quotidien de résistance passive, qui trouve enfin en McCall l'instrument de sa réalisation active. Ils ne sont pas des victimes passives, mais des acteurs de leur propre libération, utilisant McCall comme leurs bras armés. Le scénario, tout en suivant une structure classique, se distingue par son attention aux transitions, au silence, aux moments d'inaction qui révèlent le caractère. Les scènes où McCall se prépare, observe, réfléchit, sont aussi importantes que les scènes d'action. Elles montrent un héros qui pense avant d'agir, qui pèse les conséquences de ses actes, qui choisit la violence comme dernier recours, non comme premier réflexe.
Cette retenue, cette économie de moyens narratifs, renforce la crédibilité du personnage et donne un poids moral à ses actions. On sent qu'il n'agit pas par pulsion ou plaisir, mais par nécessité et après mûre réflexion, ce qui fait toute la différence avec un simple tueur. La dimension culturelle du film est subtile mais essentielle. En s'installant à Altamont, McCall ne fuit pas seulement ses démons. Il adopte une culture spécifique, avec ses codes, ses traditions, sa conception particulière de l'honneur, de la famille, de la communauté. Son intégration passe par l'apprentissage implicite de ces codes. Il respecte le silence des anciens, comprend l'importance du repas partagé, saisit la valeur symbolique de la maison transmise de génération en génération. Cette acculturation progressive est l'un des aspects les plus touchants du film, montrant que trouver un foyer, ce n'est pas seulement trouver un lieu géographique, mais aussi épouser une manière d'être au monde, de le percevoir et d'y interagir. McCall devient progressivement méditerranéen dans son rapport au temps, aux autres, à la vie. Le film fonctionne ainsi sur plusieurs niveaux d'interprétation. C'est un thriller d'action efficace, la conclusion émotionnelle d'une trilogie, une réflexion sur la violence et la rédemption, et une ode cinématographique à la beauté et à la résilience des cultures locales face à la globalisation prédatrice. Cette richesse thématique explique pourquoi il a pu toucher un public large, au-delà des simples amateurs du genre. Il prouve qu'un film d'action peut être intelligent, émouvant et esthétiquement ambitieux sans rien perdre de son efficacité narrative ou de son impact émotionnel. La performance de Denzel Washington, servie par la mise en scène sobre et élégante d'Antoine Fuqua, y est pour beaucoup, créant un personnage qui restera dans la mémoire collective comme l'une des figures marquantes du justicier solitaire au cinéma. La fin du film est d'une paix profonde et méritée. On ne sait pas exactement ce que McCall fera de ses jours à Altamont, mais on devine qu'ils seront simples, faits de routines apaisantes, de conversations tranquilles, de contemplations silencieuses. Après une vie de mouvement perpétuel et de violence, cette existence presque monastique représente l'ultime luxe, la récompense ultime. Le film suggère avec finesse que la vraie paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'un sens et d'un ancrage. McCall a trouvé les deux, non pas en reniant son passé, mais en l'intégrant dans une finalité nouvelle. La protection d'un lieu et d'un peuple qui représente tout ce pour quoi il s'est battu, sans jamais vraiment le savoir. En définitive, The Equalizer 3 est bien plus que le simple dernier chapitre d'une franchise lucrative. C'est une méditation cinématographique sur des thèmes universels et intemporels, la recherche d'un foyer, le prix de la paix, la possibilité de la rédemption, la nature ambivalente de la violence comme outil de justice et la résistance des communautés face aux forces de l'homogénéisation et de la prédation. Il réussit le tour de force de conclure une trilogie de films d'action sur une note profondément humaine, contemplative et émouvante, sans jamais trahir l'esprit de la série ou les attentes légitimes du public. En offrant à Robert McCall une fin aussi cohérente, aussi digne et aussi paisible, Antoine Fuqua et Denzel Washington signent une œuvre qui honore leur longue collaboration et laisse le spectateur avec un sentiment de plénitude et de mélancolie douce rare dans le cinéma de genre contemporain. Le justicier solitaire a enfin posé les armes, non par défaite, mais parce qu'il a trouvé quelque chose de plus précieux à défendre que sa propre survie. Un lieu où reposait son âme. La relation entre McCall et l'espace d'Altamont est celle d'une greffe lente et miraculeuse. Il ne s'agit pas d'une simple occupation géographique mais d'une symbiose où l'homme et le lieu s'imprègnent mutuellement de leurs qualités essentielles. Le village, avec sa structure organique et ses ruelles labyrinthiques, devient le reflet concret de sa psyché qui cherche désormais des replis et des abris plutôt que des lignes de mire dégagées. Chaque détail architectural, chaque perspective qui s'ouvre sur la mer, chaque recoin ombragé participe à sa reconstruction intérieure. Cette lente imprégnation est un processus actif où McCall apprend à lire le village comme il lisait autrefois un dossier d'opération, décryptant ses hiérarchies invisibles et ses équilibres fragiles. La place centrale, cœur battant de la communauté, devient son poste d'observation non plus pour surveiller des menaces, mais pour comprendre les mécanismes subtils de la vie collective. La menace incarnée par les frères Caranta opère comme un révélateur chimique qui fait apparaître les lignes de fracture et de solidarité habituellement invisibles. Leur prédation n'est pas anarchique mais systématique, s'appuyant sur une parfaite connaissance des vulnérabilités économiques et psychologiques de chaque foyer. Vincent, le stratège, comprend que la peur du déclassement et de la perte du patrimoine familial est souvent plus efficace que la violence physique pure. Marco, l'exécutant, apporte la touche de brutalité nécessaire pour transformer cette peur abstraite en terreur palpable. McCall, en observant ce système, en comprend immédiatement la sophistication perverse. Il ne s'agit pas de simples gangsters, mais d'ingénieurs sociaux qui utilisent le capital et la violence comme outil de contrôle total. Cette compréhension guide sa réponse qui sera elle-même systémique, visant moins les individus que les rouages du mécanisme d'oppression.
L'arrivée d'Emma Collins dans le récit introduit une dimension métatextuelle fascinante. Elle représente non seulement le lien avec le passé de McCall, mais aussi la continuité des valeurs pour lesquelles il s'est battu. Son enquête sur le trafic de drogue du domaine sicilien fonctionne comme un fil narratif qui rattache l'apparente quiétude d'Altamont au tumulte du monde globalisé. Leurs interactions, d'une froideur professionnelle initiale, se chargent progressivement d'une émotion contenue qui dépasse le cadre opérationnel. McCall voit en elle l'incarnation d'une possible rédemption à travers la transmission. En guidant la fille de Suzanne, il corrige symboliquement son impuissance passée face à la mort de son ami. Leur alliance devient ainsi une forme de justice réparatrice, où la protection du présent honore les défunts du passé et prépare un futur où leur sacrifice n'aura pas été vain. La scène de l'épicerie, si sobre en apparence, constitue un moment charnière dans l'évolution psychologique de McCall. Sa retenue face aux provocations de Marco n'est pas une simple tactique mais l'expression d'une transformation profonde. Là où le McCall des premiers films aurait réagi avec une rapidité foudroyante, celui d'Altamont calcule désormais les conséquences sociales et humaines de chaque geste. En payant ses citrons avec une lenteur délibérée, il affirme symboliquement son appartenance à l'économie légitime du village face à l'économie de prédation des Carentas. Le regard qu'il échange avec l'épicière terrorisée est plus qu'une promesse de protection. C'est la reconnaissance mutuelle de leur vulnérabilité partagée et de leur dignité bafouée. Cette scène montre un héros qui a intégré que la vraie force réside parfois dans la capacité à différer la violence pour mieux en contrôler les effets. La préparation mentale et physique de McCall au conflit à venir est présentée comme une forme de rituel ascétique. Chaque promenade dans le village devient un exercice de cartographie sensorielle et tactique, où il mémorise les textures des murs, les angles morts, les échos sonores. Cette reconquête méthodique de l'espace contraste avec l'occupation brutale et superficielle des hommes de main des Carentas. La scène où il nettoie et assemble son arme dans le silence de sa chambre possède une gravité quasi religieuse. Il prépare l'instrument de la violence avec le soin d'un prêtre préparant les objets du culte, conscient que cet acte, aussi nécessaire soit-il, le reconduit dans une part de lui-même qu'il espérait pouvoir abandonner. Cette préparation montre un professionnel qui n'a rien perdu de son efficacité, mais dont chaque geste est désormais empreint de la conscience douloureuse du prix moral de ses actes. L'élimination de Marco Caranta dans le dédale nocturne des ruelles est chorégraphiée comme une opération de chirurgie urbaine. McCall utilise l'environnement non comme un simple décor mais comme un allié actif, transformant les particularités architecturales du village en avantages tactiques. La violence, bien que brutale, est d'une précision clinique, chaque mouvement étant économisé et dirigé vers un objectif précis. L'absence de musique dramatique pendant cette séquence renforce son réalisme glaçant, faisant ressortir les bruits des impacts, des chutes et de la respiration haletante. McCall ne cherche pas à humilier ou à faire souffrir. Son efficacité même témoigne d'une forme de respect paradoxal pour ses adversaires, qu'il traite comme des problèmes techniques à résoudre plutôt que comme des êtres à haïr. Cette dépersonnalisation de la violence en fait peut être l'aspect le plus terrifiant de son action. La réaction de la communauté après cet événement est d'une grande subtilité psychologique. Il n'y a pas d'allégresse collective mais plutôt un soulagement mêlé d'inquiétude, comme si les habitants prenaient soudain conscience de la nature exacte de l'homme qu'ils avaient accueilli. Leur regard envers McCall change imperceptiblement, la curiosité bienveillante fait place à un respect teinté de crainte, mais aussi à une gratitude profonde qui n'ose pas s'exprimer ouvertement. Cette reconnaissance silencieuse est peut-être la plus touchante, car elle montre que les villageois comprennent que McCall a endossé la part maudite de la violence pour leur permettre de rester dans l'innocence relative. Il devient ainsi le porteur du fardeau moral de la communauté, une figure christique paradoxale qui utilise la violence pour racheter les autres de la nécessité d'y avoir recours. La confrontation avec Vincent Caranta dans son repère ultramoderne représente le choc entre deux cosmologies irréconciliables. Vincent incarne la logique du capitalisme global déraciné, pour lequel toute valeur est réductible à son prix et toute tradition n'est qu'un obstacle au profit. Son langage est celui de la transaction, de la négociation, du calcul coût-bénéfice. McCall, au contraire, parle le langage archaïque de la justice rétributive, du châtiment proportionnel, de la dette morale. En forçant Vincent à s'auto-empoisonner avec sa propre drogue, il réalise une justice d'une ironie shakespearienne où le criminel est détruit par l'essence même de son commerce. Cet acte symbolise le rejet total d'un monde où tout est convertible. McCall oppose à cette logique l'intransigeance de la conséquence, l'idée que certains actes engendrent des dettes qui ne peuvent s'acquitter qu'en monnaie non convertible. La séquence de l'Église, saturée de symbolisme religieux, élève la violence au rang de rite purificateur. McCall n'agit pas par ferveur religieuse mais peut-être puise-t-il inconsciemment dans la sacralité du lieu la légitimité morale de son action. Les saints peints sur les murs, témoins silencieux de siècles de dévotion, semblent cautionner cette violence nécessaire comme jadis ils cautionnaient les croisades.
La lumière filtrant à travers les vitraux teinte la scène de couleurs surnaturelles, créant une esthétique à la fois belle et terrible qui rappelle que même la violence la plus justifiée reste une tragédie. McCall, en nettoyant l'église des derniers sbires, accomplit métaphoriquement la purification du temple villageois, préparant le retour de la paix véritable. L'épilogue avec Emma Collins sur la terrasse du café est d'une simplicité et d'une profondeur émouvante. La remise de la carte mémoire contenant l'argent volé est l'acte final de l'ajusteur professionnel, la dernière correction apportée à la balance de la justice. Mais l'essentiel réside dans les non-dits, dans la révélation de la filiation d'Emma et dans la transmission implicite qu'elle représente. McCall ne lui lègue pas sa violence mais sa conception intransigeante de la justice et son sens aigu de la protection des innocents. Leur adieu est celui de deux guerriers appartenant à des générations et des mondes différents, mais unis par des valeurs communes et par la mémoire partagée de Suzanne. Emma repart vers le monde avec la preuve qu'il existe encore des sanctuaires où des hommes comme McCall veillent, et que certaines dettes morales sont honorées même longtemps après leur échéance. Le choix ultime de McCall de rester à Altamont n'est pas une défaite ou un renoncement mais une victoire sur sa propre nature nomade. Pour la première fois, il choisit de s'enraciner, d'accepter les limites et les responsabilités d'une vie locale. La dernière image du film, celle de lui assis paisiblement sur la place, intégré au flux de la vie villageoise, est d'une puissance évocatrice considérable. On n'y lit non pas l'oubli du passé mais son intégration harmonieuse dans un présent viable. Ses compétences ne disparaissent pas. Elles se sédimentent, deviennent une garantie silencieuse pour la communauté, une épée de Damoclès invisible qui protège désormais au lieu de menacer. Il n'est plus le justicier errant mais le gardien sédentaire, le veilleur tranquille dont la simple présence dissuade le retour du chaos. La performance de Denzel Washington atteint dans ce volet final une profondeur et une économie de moyens remarquables. Il joue moins l'action que la fatigue de l'action, moins la puissance que le poids de la puissance. Chaque geste, chaque regard, chaque silence porte l'histoire entière de l'homme. On voit la lassitude dans sa démarche légèrement ralentie, la sagesse dans ses yeux qui observent sans juger, la détermination intacte dans le redressement soudain de son corps lorsqu'une décision est prise. Washington donne à McCall une humanité touchante et une dignité tragique qui transcendent le cadre du film de genre. Il incarne un héros vieillissant qui a compris que la vraie force n'est pas dans l'accumulation des victoires, mais dans le choix judicieux de la dernière bataille, celle qui permettra de poser définitivement les armes. Et la réalisation d'Antoine Fuqua fait preuve ici d'une maturité stylistique qui privilégie l'émotion et la cohérence thématique au spectaculaire facile. Il laisse le temps à ses plans de respirer, aux paysages de s'imposer comme des personnages à part entière, aux visages d'exprimer leur histoire sans avoir besoin de mots. La photographie somptueuse de Robert Richardson sublime la côte amalfitaine non comme une carte postale touristique mais comme un espace chargé de mémoire et de signification. La violence, lorsqu'elle survient, est d'autant plus percutante qu'elle rompt une harmonie visuelle soigneusement construite. Fuqua comprend que pour une conclusion de trilogie, la résolution émotionnelle du personnage prime sur le nombre de scènes d'action, et il sert cette résolution avec une maîtrise et une sobriété admirables. Et la bande-son et le design sonore participent activement à la construction de l'atmosphère et de la psychologie des personnages. Les bruits du village, les cloches des églises, les cris des enfants, le clapotis de l'eau contre les quais en créent une toile sonore vivante et rassurante qui ancre l'action dans un réel tangible. La musique de Marcelo Zarvo évite les poncifs héroïques pour privilégier des thèmes mélancoliques aux accents méditerranéens, souvent portés par des cordes qui évoquent à la fois la nostalgie et l'espérance. Les moments de tension sont marqués non par des crescendos orchestraux mais par l'amplification des sons ambiants ou par un silence inquiétant, renforçant ainsi le réalisme et l'immersion du spectateur dans l'espace diégétique. Le film pose avec acuité la question morale de la légitimité de la violence extralégale. McCall n'est pas un super-héros mais un homme qui utilise un mal, la violence, pour en combattre un autre, l'oppression criminelle. Le film ne légitime pas cette violence mais en montre la terrible nécessité dans un contexte où les institutions légales sont défaillantes, corrompues ou simplement dépassées. La faiblesse des autorités locales face à la terreur des 40 justifie-t-elle l'intervention expéditive de McCall? Le film n'apporte pas de réponse simpliste mais il en montre les conséquences concrètes. D'un côté, la libération du village et le rétablissement de la dignité des habitants. De l'autre, l'enracinement dans une logique de violence qui, même juste, laisse des traces indélébiles sur l'âme de celui qui l'exerce. McCall paie le prix de ses actes par sa solitude et son passé hanté, et la paix qu'il trouve à Altamont est d'abord la paix du survivant, de celui qui a traversé l'enfer et en est revenu meurtri mais entier. La relation entre McCall et la communauté d'Altamont est présentée comme un échange de dons réciproques qui fonde une nouvelle forme d'appartenance sociale. Les villageois lui offrent l'asile, les soins, l'anonymat bienveillant, et surtout la possibilité d'une identité nouvelle détachée de son passé sanglant. En retour, il leur offre la sécurité,
la restauration de leur dignité bafouée et la possibilité de vivre sans la peur constante qui rongeait leur quotidien. Cette économie du don, radicalement opposée à l'économie de prédation des 40A, crée un lien social authentique et profond. McCall ne devient pas un chef ou un héros officiel, mais un membre essentiel et discret, dont la présence invisible permet aux autres d'exister pleinement. Cette intégration silencieuse est peut-être la seule qui lui convienne véritablement, après une vie d'action dans l'ombre où sa valeur se mesurait à son efficacité destructrice plutôt qu'à sa simple présence. La trilogie Equalisée trouve ainsi une conclusion d'une rare cohérence thématique et émotionnelle. Elle évite l'écueil du final grandiloquent ou du pur spectacle pour se concentrer sur la résolution intime et psychologique du personnage principal. Le voyage de Robert McCall, de l'homme hanté et solitaire du premier volet à l'homme intégré et apaisé du troisième, forme un arc complet et profondément satisfaisant. Le film réussit le pari difficile de terminer une série d'actions sur une note de paix et de contemplation, sans jamais trahir l'essence du personnage ou les attentes légitimes du public. McCall ne renonce pas à ce qu'il est, mais il trouve enfin un endroit où ce qu'il est peut servir à quelque chose de plus grand que sa propre rédemption. La protection d'un monde fragile et précieux, la défense d'un mode de vie menacé d'extinction par les forces conjuguées de la globalisation et de la criminalité organisée. La beauté des paysages italiens dans le film n'est pas une simple toile de fond décorative, mais une force narrative et morale à part entière. Les plans majestueux sur la côte amalfitaine, les villages accrochés à la falaise comme des nids d'aigles, les couchers de soleil qui embrasent la mer, rappellent constamment aux spectateurs ce qui est véritablement en jeu dans le combat de McCall. La préservation d'une harmonie séculaire entre l'homme et son environnement, d'une beauté qui résiste au temps et à l'usure. La Camorra, avec ses projets de béton et ses trafics sordides, représente une modernité laide, déracinée et prédatrice, qui ne voit dans cette beauté qu'un potentiel de profit à exploiter. McCall, en défendant Altamont, défend aussi une certaine idée du beau et du durable contre le laid et l'éphémère du gain immédiat. Sa lutte est donc aussi esthétique et presque écologique. Il protège un écosystème humain et naturel contre une logique de dévastation qui ne connaît ni limite ni respect. Le traitement du temps constitue l'un des thèmes les plus subtils et les plus riches du film. McCall, qui mesurait autrefois le temps avec une précision d'horloger pour donner à ses victimes des délais précis et angoissants, découvre à Altamont une temporalité radicalement différente, cyclique et apaisante. Le temps n'est plus une contrainte opérationnelle, une course contre la montre, mais le flux naturel dans lequel baigne la vie communautaire, fait de répétitions rassurantes, de saisons qui reviennent, de rituels qui ponctuent les jours. Cette transformation fondamentale est symbolisée par le fait que sa fameuse montre, jadis outil de terreur psychologique, devient progressivement un simple accessoire puis disparaît pratiquement de l'écran dans la dernière partie du film. McCall est entré dans un temps humain, mesuré au battement du cœur et au rythme des marées, loin du temps mécanique et implacable de la mission et de la vengeance. Cette conquête d'un rapport au temps apaisé est peut-être l'aspect le plus précieux et le plus touchant de sa rédemption finale. Les personnages secondaires, bien qu'esquissés avec une économie de moyens, possèdent une épaisseur psychologique qui les rend immédiatement crédibles et attachants. Gio le carabinier incarne l'autorité légitime mais impuissante, tiraillé entre son devoir de protéger les citoyens et la réalité écrasante de la terreur mafieuse. Le docteur Enzo représente la sagesse pratique et l'humanisme méditerranéen, la capacité d'accueillir l'étranger sans juger son passé, de soigner les blessures du corps comme celles de l'âme. L'épicière, le vieux pêcheur, le prêtre discret, chacun, dans sa simplicité apparente, incarne une valeur humaine essentielle que la prédation des 40A menace directement. Leur bonté n'est pas naïve ou passive. Elle est le fruit d'un choix quotidien et courageux de résistance discrète, qui trouve enfin en McCall l'instrument de sa réalisation active. Ils ne sont pas des victimes passives mais des acteurs de leur propre libération, utilisant McCall comme leurs bras armés et leurs boucliers. Le scénario, tout en suivant une structure narrative classique, se distingue par son attention méticuleuse aux transitions, aux silences éloquents, aux moments d'inaction qui révèlent davantage le caractère des personnages que les scènes d'action. Les séquences où McCall se prépare, observe, réfléchit, attend, sont aussi importantes, sinon plus, que les scènes de combat. Elles montrent un héros qui pense avant d'agir, qui pèse avec soin les conséquences humaines et sociales de chacun de ses gestes, qui choisit la violence non comme premier réflexe mais comme dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres options. Cette retenue, cette économie de moyens narratifs, renforce considérablement la crédibilité du personnage et donne un poids moral considérable à ses actions ultérieures. On sent à chaque instant que McCall n'agit pas par pulsion sanguinaire ou plaisir pervers, mais par nécessité douloureuse et après mûre réflexion, ce qui fait toute la différence avec un simple tueur ou un vengeur aveugle. La dimension culturelle du film, souvent sous-estimée, est pourtant essentielle à sa compréhension profonde.
En s'installant définitivement à Altamont, McCall ne fuit pas seulement ses démons personnels. Il adopte délibérément une culture spécifique, avec ses codes sociaux complexes, ses traditions séculaires, sa conception particulière de l'honneur, de la famille, de la communauté et du rapport au sacré. Son intégration progressive passe par l'apprentissage implicite et respectueux de ces codes. Il apprend à respecter le silence éloquent des anciens assis sur la place, à comprendre l'importance cardinale du repas partagé comme ciment social, à saisir la valeur symbolique et affective de la maison transmise de génération en génération. Cette acculturation lente et profonde est l'un des aspects les plus subtils et les plus touchants du film, montrant avec finesse que trouver un véritable foyer, ce n'est pas seulement trouver un lieu géographique sûr, mais c'est aussi et surtout épouser une manière d'être au monde, de le percevoir, de l'habiter et d'y interagir. McCall devient progressivement, viscéralement méditerranéen dans son rapport au temps, aux autres, à la vie et à la mort. Le film fonctionne ainsi admirablement bien sur plusieurs niveaux d'interprétation simultanée. C'est à la fois un thriller d'action efficace et bien rythmé, la conclusion émotionnelle satisfaisante d'une trilogie culte, une réflexion philosophique sérieuse sur les fondements et les limites de la violence comme outil de justice, et une ode cinématographique envoûtante à la beauté fragile et à la résilience obstinée des cultures locales face au rouleau compresseur de la globalisation prédatrice. Cette richesse thématique et cette densité narrative expliquent pourquoi il a pu toucher un public extrêmement large, bien au-delà du cercle traditionnel des amateurs de films de genre. Il prouve de manière éclatante qu'un film d'action populaire peut être intelligent, émouvant, esthétiquement ambitieux et moralement complexe sans rien sacrifier de son efficacité narrative, de son suspense bien mené ou de son impact émotionnel immédiat. La performance magistrale de Denzel Washington, servie par une mise en scène sobre, élégante et maîtrisée d'Antoine Fuqua, y est bien sûr pour beaucoup, créant un personnage qui restera sans aucun doute dans la mémoire collective comme l'une des figures les plus marquantes et les plus humaines du justicier solitaire dans l'histoire du cinéma contemporain. La fin du film, d'une paix profonde, méritée et magnifiquement photographiée, résonne longuement après que les génériques sont passés. On ne sait pas exactement, et heureusement, ce que McCall fera de tous ses jours à Altamont, mais on devine sans peine qu'ils seront simples, paisibles, faits de routines apaisantes, de conversations tranquilles, de contemplation silencieuse face à la mer immense. Après une vie entière de mouvements perpétuels, de vigilance constante et de violence répétée, cette existence presque monastique représente pour lui l'ultime luxe, la récompense ultime, le Graal longtemps recherché. Le film suggère avec une grande finesse que la vraie paix intérieure n'est pas simplement l'absence de conflit ou de danger, mais bien la présence durable d'un sens profond et d'un ancrage solide. McCall a trouvé ces deux choses précieuses, non pas en reniant son passé tumultueux ou en fuyant sa propre nature, mais au contraire en l'intégrant pleinement dans une finalité nouvelle et plus haute. La protection active d'un lieu et d'un peuple qui incarne concrètement tout ce pour quoi il s'est battu obscurément durant toutes ces années, sans jamais vraiment en avoir une conscience claire. En définitive, The Equalizer 3 est bien plus que le simple dernier chapitre opportuniste d'une franchise cinématographique lucrative. C'est une méditation cinématographique grave, sobre et puissante sur des thèmes universels et intemporels. La quête éperdue d'un foyer, le prix exorbitant de la paix, la possibilité toujours ouverte de la rédemption, la nature foncièrement ambivalente de la violence comme instrument de justice, et la résistance obstinée des communautés humaines face aux forces conjuguées de l'homogénéisation culturelle et de la prédation économique. Il réussit avec brio le tour de force artistique de conclure une trilogie de films d'action pure sur une note profondément humaine, contemplative et émouvante, sans jamais trahir l'esprit fondamental de la série ni les attentes légitimes de son public. En offrant à Robert McCall une fin aussi cohérente, aussi digne, aussi paisible et aussi définitive, Antoine Fuqua et Denzel Washington signent ensemble une œuvre qui honore leur longue et fructueuse collaboration et qui laisse le spectateur avec un sentiment rare de plénitude et de mélancolie douce. Le justicier solitaire a enfin posé les armes, non par lassitude ou par défaite, mais parce qu'il a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux à défendre que sa propre survie ou sa vengeance. Un lieu où reposait enfin son âme fatiguée, et une communauté à appeler sa famille. L'arrivée de McCall à Altamont revêt les caractéristiques d'une seconde naissance, une entrée dans le monde par la petite porte de la vulnérabilité et de la dépendance. Transporté à demi-conscient par le carabinier Gio, il découvre le village non en conquérant mais en suppliant, en être souffrant nécessitant la compassion d'inconnu. Cette position d'infériorité initiale est fondamentale car elle inverse le paradigme qui a toujours défini son existence. Lui, le protecteur, le justicier, se retrouve intégralement à la merci de la bonté d'autrui. La chambre que lui offre le docteur Enzo est plus qu'un abri. C'est un cocon de convalescence où son corps et son esprit, longtemps tendus à l'extrême, peuvent enfin se relâcher. La lumière qui inonde cette pièce,
contrastant avec les ombres des repères criminels, agit comme un agent thérapeutique, lavant symboliquement les stigmates de ses anciennes vies. Chaque jour passé dans cette simplicité volontaire l'éloigne un peu plus de l'homme qu'il était, le rapprochant de l'homme qu'il pourrait devenir s'il parvient à laisser le passé derrière lui. Et la découverte de la mainmise des frères Caranta sur Altamont ne se fait pas par une révélation dramatique, mais par l'accumulation de détails infimes et décourageants. McCall observe la lente asphyxie économique du village, les commerces qui peinent à rester ouverts, les regards fuyants des propriétaires face aux hommes en costume trop élégants pour l'endroit. Il comprend que la violence ici est moins physique que financière et psychologique, un chantage au désespoir et à la peur de tout perdre. Vincent Caranta, depuis son bureau de Naples, incarne la modernité criminelle déshumanisée, celle qui noie ses forfaits sous des montagnes de paperasse légale. Son frère Marco est l'instrument nécessaire pour appliquer cette pression, un rappel brutal que derrière les contrats et les menaces voilées se trouve une capacité de nuisance immédiate et sanglante. Cette double menace oblige McCall à adapter sa réponse. Il ne s'agit pas seulement de combattre des hommes, mais de démanteler un système de prédation sophistiqué qui a colonisé tous les aspects de la vie locale. La relation avec Emma Collins dépasse largement le cadre d'une simple coopération entre anciens et nouveaux services. Elle représente pour McCall un pont ténu mais solide avec le monde qu'il a quitté, une preuve que les valeurs pour lesquelles il a risqué sa vie perdurent à travers une nouvelle génération. Leur dialogue, d'abord purement factuel et centré sur l'enquête du trafic de drogue, évolue vers une complicité empreinte de respect et de reconnaissance mutuelle. La révélation de sa filiation avec Suzanne Plummer agit comme un électrochoc émotionnel, transformant une alliance tactique en un devoir d'honneur et une opportunité de rédemption indirecte. En protégeant et guidant Emma, McCall corrige symboliquement l'une des grandes douleurs de son passé, l'incapacité à sauver ceux qui lui étaient chers. Leur séparation finale n'est pas un adieu, mais le passage de témoin d'un gardien à un autre, avec l'espoir que les méthodes d'Emma, plus légales et institutionnelles, puissent un jour rendre obsolètes les siennes. L'affrontement dans l'épicerie, loin d'être une scène d'action, est un moment de tension psychologique extrême où chaque geste est porteur de sens. McCall, les mains occupées par des sacs de provisions, adopte une posture délibérément non menaçante, calculant chaque micro-expression sur le visage de Marco et de ses hommes. Son calme apparent est une stratégie offensive déguisée en retrait, une manière d'évaluer la profondeur de la menace sans déclencher prématurément le conflit. En insistant pour payer ses citrons, il affirme son appartenance à l'économie légitime du village et son refus de se laisser intimider par l'économie de la terreur. Le sourire qu'il adresse à l'épicière après le départ des hommes de main est bien plus qu'un geste de réconfort. C'est une promesse silencieuse et solennelle que cette humiliation ne restera pas impunie. Cette scène démontre la transformation de McCall. Sa violence n'est plus réflexe, mais profondément réfléchie et ciblée, réservée à ceux qui méritent véritablement son courroux. La phase de préparation qui suit est montrée avec un souci du détail quasi documentaire, rappelant le métier d'origine de McCall. Ses promenades dans Altamont ne sont pas des flâneries, mais des reconnaissances tactiques où il mémorise chaque rue, chaque escalier, chaque porte cochère pouvant servir de refuge ou de piège. Il étudie les habitudes des habitants et de leurs oppresseurs, identifiant les points faibles du système de contrôle des Caranta. La scène où il nettoie méticuleusement son arme dans le silence de sa chambre a la solennité d'un rituel religieux. Il prépare l'instrument de la violence avec le respect dû à un outil nécessaire mais maudit. Cette préparation méthodique contraste avec l'arrogance désinvolte des hommes de main, symbolisant l'opposition entre la discipline du professionnel et la négligence de l'amateur. McCall n'entre pas en guerre par passion, mais par nécessité, et chaque geste est imprégné de la gravité de cette décision. L'élimination de Marco Caranta dans le labyrinthe des ruelles nocturnes est chorégraphiée comme une démonstration d'efficacité brutale. McCall utilise l'environnement à son avantage, transformant l'étroitesse des passages et l'obscurité en alliés. La violence est rapide, précise, dépourvue de tout superflu ou de toute emphase dramatique. L'absence de musique pendant cette séquence renforce son réalisme glaçant, permettant au bruit des impacts et des chutes de résonner avec une crudité dérangeante. McCall ne cherche pas à infliger une souffrance inutile. Son objectif est purement fonctionnel, neutraliser une menace de la manière la plus efficace possible. Cette froideur dans l'exécution est peut-être l'aspect le plus terrifiant de son action, révélant un homme pour qui la violence est devenue un langage qu'il maîtrise parfaitement mais qu'il n'utilise qu'à contre-cœur. La réaction du village à cet événement est d'une subtilité remarquable. Il n'y a pas d'explosion de joie, mais un soulagement profond et silencieux, mêlé à une inquiétude palpable quant aux représailles à venir. Les habitants comprennent intuitivement que McCall a franchi un point de non-retour pour leur salut, et leur regard envers lui change imperceptiblement. La curiosité bienveillante fait place à un respect mêlé de crainte, mais aussi à une gratitude immense qui n'ose s'exprimer ouvertement de peur de l'exposer davantage.
Cette reconnaissance muette est peut-être la plus touchante, car elle montre que la communauté comprend le sacrifice que McCall est en train de faire, endosser le rôle du vengeur violent pour leur permettre de rester dans la relative innocence de la vie civile. Il devient leur bouclier humain, leur protecteur silencieux. La confrontation finale avec Vincent Caranta dans sa villa moderne représente le choc de deux visions du monde irréconciliables. Vincent, sûr de son pouvoir et de son impunité, tente de raisonner McCall dans les termes du capitalisme prédateur. Tout a un prix, tout est négociable. Il ne comprend pas que McCall opère dans un registre moral complètement différent, celui de la justice rétributive et de la dette. En forçant Vincent à s'auto-empoisonner avec sa propre drogue, McCall réalise un châtiment d'une ironie cruelle et parfaite. Le marchand de mort est détruit par l'essence même de son commerce. Cet acte symbolise le rejet total d'un système où l'humain est réduit à une variable économique. McCall oppose à cette logique l'intransigeance de la conséquence morale. Certains actes ne peuvent être rachetés, ils ne peuvent qu'être punis. Et la séquence de l'Église, saturée de symbolisme religieux, donne à la violence une dimension quasi liturgique. McCall n'agit pas par ferveur religieuse, mais le cadre sacré confère à ses actions une gravité particulière, comme s'il accomplissait un rite de purification nécessaire. Les saints des fresques, témoins silencieux des siècles, semblent cautionner cette violence extrême comme jadis ils cautionnaient les croisades. La lumière colorée des vitraux transforme la scène en une sorte de tableau vivant à la fois beau et horrible. En nettoyant l'église des derniers sbires, McCall purifie symboliquement le village de la souillure criminelle, préparant le terrain pour une renaissance spirituelle et communautaire. Cette violence, bien que terrible, est présentée comme un mal nécessaire pour restaurer un bien plus grand. La paix et la sécurité des innocents. L'épilogue entre McCall et Emma Collins sur la terrasse du café est d'une simplicité et d'une profondeur émouvante. La remise de la carte mémoire contenant l'argent volé est l'acte final de l'ajusteur professionnel, la dernière correction apportée à la balance de la justice. Mais l'essentiel réside dans les non-dits et dans la révélation de la filiation d'Emma. McCall ne lui transmet pas sa violence, mais son sens inflexible de la justice et son devoir de protéger les vulnérables. Leur adieu est celui de deux soldats de cause parallèle, qui se saluent avec respect avant de reprendre leurs chemins respectifs. Emma repart vers le monde avec la preuve tangible que l'intégrité peut survivre et que certaines dettes morales sont honorées, même longtemps après. McCall, lui, reste, ayant trouvé ce qu'il cherchait, un lieu où ses compétences ne sont plus nécessaires pour attaquer, mais seulement pour veiller. Le choix de McCall de s'enraciner définitivement à Altamont n'est pas une défaite ou une retraite, mais l'aboutissement logique de son long voyage intérieur. Pour la première fois, il choisit délibérément la stabilité, l'appartenance et les responsabilités tranquilles de la vie locale. La dernière image du film, celle de lui assis paisiblement sur la place, intégré au flux de la vie quotidienne, est d'une puissance évocatrice immense. On y lit une paix intérieure non pas oublieuse, mais apaisée, la sérénité de celui qui a fait la paix avec ses démons en les mettant au service d'une cause juste. Ses armes sont rangées, sa fameuse montre ne mesure plus les derniers instants de ses ennemis, mais le temps doux et précieux d'une vie enfin à soi. Il n'est plus le justicier errant, mais le gardien sédentaire, le veilleur discret dont la simple présence suffit à dissuader le mal. La performance de Denzel Washington dans ce volet final atteint des sommets de subtilité et d'économie expressive. Il joue moins l'action que la fatigue de l'action, moins la puissance que le poids de la puissance. Chaque geste, chaque regard, chaque silence semble porter l'histoire entière du personnage. On voit la lassitude dans sa démarche, la sagesse dans ses yeux qui ont tout vu, la détermination intacte dans le redressement soudain de son corps quand une décision est prise. Washington donne à McCall une humanité touchante et une dignité tragique qui transcendent largement le cadre du film de genre. Il incarne un héros vieillissant qui a compris que la vraie force n'est pas dans l'accumulation des victoires, mais dans le choix judicieux de la dernière bataille, celle qui permettra de poser les armes pour de bon. La réalisation d'Antoine Fuqua fait preuve ici d'une maturité stylistique qui privilégie l'atmosphère et la psychologie au spectaculaire facile. Il laisse le temps à ses plans de respirer, aux magnifiques paysages de la côte amalfitaine de s'imposer comme des personnages à part entière, aux visages des habitants d'exprimer leurs espoirs et leurs peurs sans un mot. La photographie somptueuse de Robert Richardson sublime les lieux non comme une carte postale, mais comme un espace chargé d'histoire et de signification. La violence, lorsqu'elle éclate, est d'autant plus percutante qu'elle rompt une harmonie visuelle soigneusement construite. Fuqua comprend que pour une conclusion de trilogie, la résolution émotionnelle du héros prime sur le nombre de scènes d'action, et il sert cette résolution avec une maîtrise et une retenue admirables. La bande-son et le design sonore contribuent activement à la construction de l'atmosphère et à la caractérisation des lieux. Les bruits du village ou les cloches des églises, les conversations animées sur la place, le clapotis de l'eau contre les bateaux ont créé une toile sonore vivante et rassurante qui ancre l'action dans un réel tangible.
La musique de Marcelo Zarvo évite les poncifs héroïques grandiloquents pour privilégier des thèmes mélancoliques aux accents méditerranéens, souvent portés par des cordes sensibles. Les moments de tension sont marqués non par des crescendos orchestraux tapageurs, mais par l'amplification des sons ambiants ou par un silence inquiétant, renforçant ainsi le réalisme et l'immersion du spectateur. Cette approche auditive donne au film une texture particulière, à la fois réaliste et légèrement onirique. Le film pose avec une acuité remarquable la question éthique de la légitimité de la violence extralégale. McCall n'est pas un super-héros invulnérable, mais un homme qui utilise un mal ou la violence pour en combattre un autre, l'oppression criminelle. Le film ne légitime pas cette violence de manière simpliste, mais il en montre la terrible nécessité dans un contexte précis où les institutions légales sont défaillantes, corrompues ou simplement impuissantes. La complicité passive des autorités locales avec les 40 justifie-t-elle l'intervention expéditive et mortelle de McCall? Le film n'apporte pas de réponse dogmatique, mais il en expose les conséquences concrètes et ambiguës. D'un côté, la libération du village et la restauration de la dignité des habitants. De l'autre, l'enracinement dans une logique de violence qui, même juste, laisse des cicatrices indélébiles sur l'âme de celui qui l'exerce. McCall paie le prix fort pour ses actes à travers sa solitude et son passé hanté. La paix qu'il trouve à Altamont est avant tout la paix du survivant, de celui qui a traversé l'enfer et en est revenu meurtri mais intact dans son noyau d'humanité. La relation entre McCall et la communauté d'Altamont est dépeinte comme un échange réciproque et transformateur de dons symboliques. Les villageois lui offrent l'asile, les soins, l'anonymat bienveillant, et surtout la possibilité précieuse d'une identité nouvelle, détachée de son passé sanglant. En retour, il leur offre la sécurité, la restauration de leur dignité bafouée, et la possibilité de vivre sans la peur constante qui rongeait leur existence. Cette économie du don, radicalement opposée à l'économie de prédation des 40, crée un lien social authentique et profond. McCall ne devient pas un chef charismatique ou un héros officiellement célébré, mais un membre essentiel et discret, dont la présence invisible permet aux autres de s'épanouir pleinement. Cette intégration silencieuse est probablement la seule qui lui convienne véritablement, après une vie entière d'action dans l'ombre où sa valeur se mesurait exclusivement à son efficacité destructrice. La trilogie équalisée trouve dans ce troisième volet une conclusion d'une rare cohérence thématique et émotionnelle. Elle évite avec élégance l'écueil du final grandiloquent ou du pur spectacle pyrotechnique pour se concentrer sur la résolution intime et psychologique du personnage central. Le long voyage de Robert McCall, de l'homme hanté et solitaire du premier opus à l'homme intégré et apaisé du dernier, forme un arc complet et profondément satisfaisant. Le film réussit le pari difficile de terminer une série d'actions populaires sur une note de paix, de contemplation et de mélancolie douce, sans jamais trahir l'essence fondamentale du personnage ou les attentes légitimes du public. McCall ne renie pas ce qu'il est, mais il trouve enfin un endroit où ce qu'il est peut servir à quelque chose de plus grand et de plus beau que sa propre rédemption solitaire. La protection active d'un monde fragile et précieux, la défense obstinée d'un mode de vie et d'un patrimoine humain menacé d'extinction par les forces conjuguées de la globalisation anonyme et de la criminalité organisée. Est la beauté des paysages italiens, filmés avec une réelle sensibilité, n'est pas une simple toile de fond décorative mais une force narrative et morale à part entière. Les plans majestueux sur la côte découpée, les villages accrochés à la falaise comme des nids d'aigles, les couchers de soleil qui embrasent la mer d'or et de pourpre, rappellent constamment aux spectateurs ce qui est véritablement en jeu dans le combat de McCall. Il ne s'agit pas seulement de vies humaines, mais de la préservation d'une harmonie séculaire entre l'homme et son environnement, d'une beauté qui résiste au temps et à l'usure. La Camorra, avec ses projets de béton et ses trafics sordides, représente une modernité laide, déracinée et purement prédatrice, qui ne voit dans cette beauté ancestrale qu'un potentiel de profit à court terme. McCall, en défendant Altamont, défend aussi une certaine idée du beau, du durable et de l'authentique contre le laid, l'éphémère et le factice du gain immédiat. Sa lutte est donc également esthétique et presque écologique. Il protège un écosystème humain et naturel unique contre une logique de dévastation qui ne connaît ni limite ni respect. Le traitement du temps constitue l'un des thèmes les plus subtils et les plus riches de l'ensemble du film. McCall, qui mesurait autrefois le temps avec une précision d'horloger sadique pour donner à ses victimes des délais précis et angoissants, découvre à Altamont une temporalité radicalement différente, cyclique et apaisante. Le temps n'est plus une contrainte opérationnelle anxiogène, une course contre la montre mortifère, mais le flux naturel et bienveillant dans lequel baigne la vie communautaire, fait de répétitions rassurantes, de saisons qui reviennent inlassablement, de rituels sociaux qui ponctuent les jours et donnent un sens à l'existence. Cette transformation fondamentale est superbement symbolisée par le fait que sa fameuse montre, jadis outil de terreur psychologique et emblème de son contrôle absolu, devient progressivement un simple accessoire anodin puis disparaît pratiquement de l'écran dans la dernière partie du récit.
McCall est entré dans un temps humain, mesuré au battement du cœur partagé et au rythme lent des marées, loin du temps mécanique, implacable et solitaire de la mission et de la vengeance. Cette conquête d'un rapport au temps apaisé et partagé est peut-être l'aspect le plus précieux et le plus touchant de sa rédemption finale. Les personnages secondaires, bien qu'esquissés avec une économie de moyens narratifs, possèdent une épaisseur psychologique qui les rend immédiatement crédibles et attachants. Joe le carabinier incarne de manière poignante l'autorité légitime mais impuissante, tiraillée entre son devoir officiel de protéger les citoyens et la réalité écrasante de la terreur mafieuse quotidienne. Le docteur Enzo, quant à lui, représente à la perfection la sagesse pratique et l'humanisme méditerranéen, la capacité profonde d'accueillir l'étranger sans juger son passé, de soigner les blessures visibles du corps comme les plaies invisibles de l'âme avec une égale compassion. L'épicière, le vieux pêcheur au visage buriné, le prêtre discret qui prie pour ses ouailles, chacun, dans sa simplicité apparente, incarne une valeur humaine essentielle que la prédation systémique des 40 menace directement dans son existence même. Leur bonté n'est jamais présentée comme naïve ou passive. Elle est au contraire le fruit d'un choix quotidien, courageux et souvent coûteux de résistance discrète, qui trouve enfin en McCall l'instrument providentiel de sa réalisation active et libératrice. Ils ne sont pas des victimes passives attendant un sauveur, mais bien des acteurs à part entière de leur propre libération, utilisant McCall comme leurs bras armés et leurs boucliers dévoués. Le scénario, tout en suivant une structure narrative classique et efficace, se distingue par son attention méticuleuse aux transitions, aux silences éloquents, aux moments d'inaction ou de simple présence qui révèlent davantage le caractère des personnages que les scènes d'action les plus spectaculaires. Les séquences où McCall se prépare dans le silence, observe patiemment depuis son balcon, réfléchit longuement face à la mer, ou attend simplement le moment opportun, sont aussi importantes, sinon plus, que les scènes de combat. Elles montrent un héros qui pense avant d'agir, qui pèse avec une extrême prudence les conséquences humaines et sociales de chacun de ses gestes, qui choisit la violence non comme un premier réflexe pulsionnel mais véritablement comme un dernier recours, après avoir mentalement épuisé toutes les autres options possibles. Cette retenue constante, cette économie de moyens narratifs, renforce considérablement la crédibilité du personnage et donne un poids moral considérable à ses actions ultérieures. On sent à chaque instant que McCall n'agit jamais par pulsion sanguinaire, par plaisir pervers ou par soif de vengeance aveugle, mais toujours par une nécessité douloureuse et après une mûre réflexion éthique, ce qui fait toute la différence fondamentale avec un simple tueur à gages ou un vengeur fanatique. La dimension culturelle du film, souvent sous-estimée dans les analyses, est pourtant essentielle à sa compréhension profonde et à son impact émotionnel. En s'installant définitivement à Altamont, McCall ne fuit pas seulement ses démons personnels et le poids de son passé, il adopte délibérément et progressivement une culture spécifique, avec ses codes sociaux complexes, ses traditions séculaires, sa conception particulière de l'honneur, de la famille, de la communauté et du rapport au sacré. Son intégration lente mais surpasse par l'apprentissage implicite, patient et respectueux de ses codes subtils. Il apprend à décrypter et à respecter le silence éloquent des anciens assis sur la place, à comprendre l'importance cardinale du repas partagé comme ciment social fondamental, à saisir la valeur symbolique et affective immense de la maison transmise de génération en génération. Cette acculturation profonde et viscérale est l'un des aspects les plus subtils et les plus touchants de l'ensemble du récit, montrant avec une grande finesse que trouver un véritable foyer, ce n'est pas seulement trouver un lieu géographique sûr ou un abri physique, mais c'est aussi et surtout épouser une manière d'être au monde, de le percevoir, de l'habiter poétiquement et d'y interagir selon des règles non écrites mais partagées. McCall devient progressivement, irréversiblement méditerranéen dans son rapport au temps, aux autres, à la vie et à la mort, achevant ainsi une métamorphose identitaire commencée dans la douleur et achevée dans la paix retrouvée. Le film fonctionne ainsi admirablement bien sur plusieurs niveaux d'interprétation simultanés et parfaitement imbriqués. C'est à la fois un thriller d'action efficace et bien rythmé, la conclusion émotionnelle parfaitement satisfaisante d'une trilogie culte, une réflexion philosophique sérieuse et nuancée sur les fondements et les limites de la violence comme outil de justice, et une ode cinématographique envoûtante à la beauté fragile et à la résilience obstinée des cultures locales et des communautés enracinées face au rouleau compresseur destructeur de la globalisation prédatrice et anonyme. Cette richesse thématique et cette densité narrative remarquable expliquent pourquoi il a pu toucher un public extrêmement large et diversifié, bien au-delà du cercle traditionnel des amateurs de films de genre pur. Il prouve de manière éclatante qu'un film d'action populaire et grand public peut être intelligent, émouvant, esthétiquement ambitieux et moralement complexe sans rien sacrifier de son efficacité narrative immédiate, de son suspense habilement mené ou de son impact émotionnel puissant et durable. La performance magistrale et pleine de retenue de Denzel Washington, servie par une mise en scène sobre, élégante et parfaitement maîtrisée d'Antoine Fuqua,
y est bien sûr pour l'essentiel, créant un personnage qui restera sans aucun doute dans la mémoire collective comme l'une des figures les plus marquantes, les plus humaines et les plus achevées du justicier solitaire dans toute l'histoire du cinéma contemporain. Est la fin du film, d'une paix profonde, méritée et magnifiquement photographiée, résonne longuement dans l'esprit du spectateur après que les génériques sont passés. On ne sait pas exactement, et c'est très bien ainsi, ce que McCall fera concrètement de tous ses jours à Altamont, mais on devine sans peine qu'ils seront simples, paisibles, faits de routines apaisantes, de conversations tranquilles sur la place, de longues contemplations silencieuses face à la mer immense et toujours changeante. Après une vie entière de mouvements perpétuels, de vigilance constante et de violence répétée, cette existence presque monastique et profondément sédentaire représente pour lui l'ultime luxe, la récompense ultime, le Graal longtemps et douloureusement recherché. Le film suggère avec une grande finesse et une profonde justesse psychologique que la vraie paix intérieure n'est pas simplement l'absence de conflits ou de dangers extérieurs, mais bien la présence durable et rassurante d'un sens profond à son existence et d'un ancrage solide dans un lieu et parmi des êtres qui vous reconnaissent et vous acceptent pour ce que vous êtes. McCall a trouvé ces deux choses précieuses, non pas en reniant son passé tumultueux ou en fuyant sa propre nature complexe, mais au contraire en les intégrant pleinement et pacifiquement dans une finalité nouvelle et plus haute. La protection active et vigilante d'un lieu et d'un peuple qui incarne concrètement et admirablement tout ce pourquoi il s'est battu obscurément durant toutes ces années de solitude et de violence, sans jamais vraiment en avoir une conscience claire ou une vision d'ensemble. En définitive, The Equalizer 3 est bien plus que le simple dernier chapitre opportuniste d'une franchise cinématographique lucrative. C'est une méditation cinématographique grave, sobre, puissante et éminemment cohérente sur des thèmes universels et intemporels. La quête éperdue d'un foyer, le prix exorbitant de la paix, la possibilité toujours ouverte de la rédemption, la nature foncièrement ambivalente de la violence comme instrument de justice, et la résistance obstinée des communautés humaines et des cultures enracinées face aux forces conjuguées et souvent écrasantes de l'homogénéisation culturelle et de la prédation économique sans visage. Il réussit avec brio et une réelle élégance le tour de force artistique de conclure une trilogie de films d'action pure sur une note profondément humaine, contemplative, mélancolique et pourtant résolument émouvante, sans jamais trahir l'esprit fondamental de la série ni les attentes légitimes de son public. En offrant à Robert McCall une fin aussi cohérente, aussi digne, aussi paisible et aussi définitive, Antoine Fuqua et Denzel Washington signent ensemble une œuvre qui honore pleinement leur longue et fructueuse collaboration et qui laisse le spectateur avec un sentiment rare de plénitude narrative et de mélancolie douce. Le justicier solitaire a enfin posé les armes, non par lassitude, usure ou défaite, mais parce qu'il a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux à défendre et à chérir que sa propre survie ou sa vengeance personnelle, un lieu où reposait enfin son âme fatiguée, et une communauté à appeler sincèrement sa famille. Le cercle est bouclé, la mission est terminée, le guerrier peut enfin se reposer.